Donc, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce webinaire sur la thématique du One Health, une seule santé. Comme vous le savez, en effet, près de 60% des maladies humaines infectieuses ont une origine animale. On reverra ces éléments-là à l'occasion des interventions qui vont se dérouler au cours des 2 heures que nous allons passer ensemble. Depuis un an, d'ailleurs, le pouls du monde bat au diapason de la Covid. Comme il l'a fait pour d'autres maladies comme Zika, Ebola, la grippe aviaire ou encore le sida. Ces maladies nous apportent plusieurs leçons, et notamment une qui est de considérer les liens qui régissent l'écosystème et les liens qu'on peut avoir avec le monde animal et végétal. Et c'est vraiment le sujet de ce qui nous rassemble ce soir autour de la question du One Health, c'est comment notre activité, notre développement a un impact en fait sur les maladies que nous créons aujourd'hui et celles que nous créons demain. Il y a cette prise de conscience autour de la thématique One Health et nos étudiants du master promotion de la santé, du master 2 promotion de la santé, ont décidé, compte tenu de l'actualité brûlante de ce concept-là, de centrer finalement leur webinaire annuel sur cette thématique-là. Pour ça, nous avons invité un panel d'experts sur ce sujet-là. Qui vont prendre la parole successivement au cours de ces 2 heures-là. Je les présenterai tout à l'heure brièvement, mais nous avons une organisation en fait en 3 temps. Un premier temps qui sera consacré à un balayage de ce concept-là du One Health. Un deuxième temps autour d'une table ronde où on va aborder et approfondir en réalité ce concept de One Health. Et puis, il y aura un espace dédié aux questions-réponses. Pour les questions, je vais demander à chacun d'entre vous en fait, de les poser sur le petit chat que vous avez en bas à droite de votre écran, qui s'appelle Q et R, de les poser directement à l'écrit sur cet espace-là. Et une de nos étudiantes les synthétisera et le reposera à nos panélistes à la fin de la table ronde. Alors, quelles sont les personnes que nous avons autour de la table virtuelle pour évoquer cette question du One Health? Le professeur Hélène Carabin, qui est titulaire d'une chaire de recherche au Canada en épidémiologie et une seule santé à la Faculté de médecine vétérinaire et l'École de santé publique de Montréal, qui est directrice du groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique et qui est responsable de l'axe Une seule santé du monde au Centre de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Le professeur Éric Muraille, qui est biologiste, immunologiste et maître de recherche au Fonds de la recherche scientifique belge. Le professeur Serge Morand, qui est chercheur au CNRS et au CIRAD, professeur invité à la faculté de médecine tropicale Université de Maïdol à Bangkok. Le professeur Jean-François Guégan, qui est directeur de recherche de classe exceptionnelle IRD INRAE, professeur à l'EHESP aussi et fondateur de plusieurs enseignements dédiés à la santé environnementale et approchant cette thématique du One Health, président aussi du Conseil scientifique de l'École nationale vétérinaire de Toulouse et membre du Conseil scientifique international de santé publique France. Nous avons également professeur Simone Mathoulin-Pellissier qui va ouvrir en fait cette session, qui est professeure de santé publique et d'épidémiologie ici à l'Université de Bordeaux, directrice de l'équipe EPICEN pour épidémiologie du cancer, exposition environnementale, et qui est aussi directrice générale de l'Institut de santé publique d'épidémiologie et de développement qui organise ce webinaire et moi-même qui vais animer en fait cette séance-là. Je suis titulaire d'une chaire sur la prévention et co-directrice d'une équipe de recherche dédiée aux méthodes en santé des populations. Je vais laisser sans plus attendre la parole à Simone Mathoulin-Pellissier afin qu'elle puisse introduire ce webinaire. Merci Simone. Merci Linda, merci à toutes et à tous. Là, j'ai vu tout à l'heure, vous êtes à 178. Donc, je voulais intervenir très rapidement parce que je vais vous laisser dans ce sujet passionnant avec les intervenants que les étudiants et étudiantes ont choisis. Je voulais intervenir pour féliciter déjà nos étudiants de ce Master 2, de l'initiative. Alors, la thématique est bien sûr très bien choisie, mais l'année dernière, la thématique était aussi bien choisie et elle est aussi d'importance, c'était la littératie. Cette année, c'est One Health. Donc, effectivement, Linda vient de très bien expliquer, mais vraiment mon intervention pour ouvrir
webinaire donc, qui est en distanciel était pour féliciter nos étudiants de cette promotion, mais aussi d'autres, pour leur initiative, leur innovation dans cette période complexe pour eux, d'arriver à étudier, d'arriver à développer des initiatives et d'avoir aussi l'ambition d'approcher la santé de façon globale et en pluridisciplinaire. Certains diraient qu'il vaudrait peut-être mieux en interdisciplinaire. Donc voilà, je lance la parole à Linda qui va introduire, je pense, le premier intervenant qui est M. Muraille, je crois. Merci à tous. Merci beaucoup. Professeur Muraille, vous avez la parole. Je vous laisse du coup partager un support si vous en avez un. Et, Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Je vous remercie de m'avoir invité. Je vais essayer de partager. Voilà. Vous voyez la présentation? Oui, oui, très bien. Parfait. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si on a un problème technique. Bien. Donc, je vais vous présenter le concept One Health et ses implications en santé publique et gouvernance. Donc, mon exposé sera divisé en 4 parties. Je vais brièvement définir le concept One Health, un bref historique de son élaboration. Ensuite, je vais plus longuement m'attarder sur l'écosystémique des épidémies, c'est-à-dire l'impact qu'a l'environnement sur l'émergence et la dissémination des agents pathogènes. Et ensuite, je terminerai par les implications en santé publique et gouvernance de ce nouveau concept. Donc, qu'est-ce que le concept One Health? Donc, One Health, ça peut paraître un concept un peu, je dirais, spirituel. Je vais peut-être décevoir certaines personnes, mais ça n'a vraiment rien à voir avec la naturopathie, la thérapie primale ou la médecine bioénergétique. Donc, One Health, c'est tout d'abord un concept, celui de l'interconnexion du vivant. Donc, l'interconnexion entre la santé humaine, la santé animale et l'état des écosystèmes. Et ce, sur base des évidences scientifiques qui ont été accumulées en plus d'un demi-siècle en médecine vétérinaire, médecine humaine et en écologie. Alors, One Health, en plus d'un concept, c'est aussi une stratégie, donc préserver la santé animale et les écosystèmes pour protéger la santé humaine. Et donc, c'est un objectif, une santé pour tous. Alors, ce concept actuellement domine la communication et surtout la stratégie des organisations nationales et internationales de santé publique. Je ne vais pas en faire la liste, mais Sciences & par exemple, l'Institut national de santé publique de Belgique, fait référence au One Health, l'ENSES, le CDC, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies américains, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS y fait référence, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, tous font systématiquement référence à ce concept d'une santé, à la fois pour communiquer et pour leur stratégie sur le terrain. Alors pourquoi One Health s'est-il imposé en santé publique? Parce que c'est le cadre conceptuel permettant de comprendre l'émergence des épidémies et donc de les anticiper, voire de les prévenir. Alors, un bref historique du concept. Donc, le concept prend naissance avec la publication en 1984 d'un ouvrage par Calvin Schwab, Médecine vétérinaire et santé humaine, qui souligne en fait l'interconnexion entre santé humaine et santé animale, concept qu'il appellera le concept une médecine. Donc, actuellement, Calvin Schwab est largement considéré comme un des pères de l'épidémiologie moderne. Ensuite, deuxième grande étape, la communication des 12 principes de Manhattan à l'université Rockefeller en 2004 à New York. Donc, dans ces 12 principes, en substance, on va retrouver une reconnaissance des liens entre santé animale, santé humaine et environnement. On rajoute un troisième compartiment. Et surtout, on fait le constat qu'une approche monodisciplinaire est incapable en fait de parfaitement appréhender cette interconnexion du vivant. Donc les 12 principes
souligne l'importance d'utiliser une approche multidisciplinaire pour aborder cette interconnexion. Donc ça mène à l'émergence de toute une série de nouvelles disciplines, notamment l'éco-épidémiologie, qui est donc l'étude de l'importance de l'environnement sur l'émergence, la dissémination des agents infectieux. Ces 12 principes soulignent également l'importance des sciences humaines, par exemple dans la communication avec le grand public pour favoriser l'acceptation des politiques sanitaires, pour l'étude de l'impact des conditions sociales sur la dissémination des agents pathogènes. Et donc enfin, troisième étape, en 2008, c'est la communication officielle sur le concept One Health à l'occasion d'une conférence à Sharm el-Sheikh sur les pandémies de grippe influenza. Et donc, globalement, l'idée est de souligner cette interconnexion, le fait que la santé humaine n'est pas isolée, elle est vraiment dépendante de la santé des animaux, dépendante de l'état des écosystèmes, et également souligner l'interdépendance entre, par exemple, l'économie et les écosystèmes et la santé humaine. Donc souvent, on a tendance à considérer santé publique, économie comme deux mondes relativement séparés. C'est surtout une vision qui domine en économie. C'est une vision qui vole en éclat en fait quand on analyse l'impact qu'ont les modèles économiques sur les écosystèmes et la manière dont les dégâts sur ces écosystèmes se répercutent ensuite sur la santé animale et sur la santé humaine. Alors, One Health, ce n'est pas la seule approche holistique, la seule approche globale de la santé. On a également Eco-Health et Planetary Health. Alors, si on compare ces trois types d'approches, en fait, le corps disciplinaire, l'ensemble des concepts qu'on retrouve dans ces trois approches est très similaire, mais on a simplement une certaine dominance disciplinaire qui est liée, je dirais, aux différents groupes qui ont mené à l'élaboration de ces approches. Donc, comme je vous l'ai expliqué, One Health, on va retrouver une dominance de médecine vétérinaire, médecine humaine, donc une dominance en tant que discipline de l'infectiologie, alors que dans Eco-Health, on retrouvera plus une dimension d'écologie, donc un accent sur la biodiversité, l'importance de l'environnement. Et dans Planetary Health, on retrouvera plus une dominance sur la durabilité de l'économie, l'impact des modèles économiques sur les écosystèmes, ce qui n'est pas très présent en fait dans la dimension One Health à la base. Donc en pratique, comme je vous l'ai dit, en santé publique, actuellement, c'est principalement le concept One Health qui est utilisé comme référence. Donc si on devait le critiquer, c'est principalement au sens où One Health n'a pas encore totalement intégré la dimension environnement et la dimension économie dans son approche. Mais globalement, il n'y a absolument aucune raison qu'elle le fasse. Il y a une convergence progressive de plus en plus importante de ces trois approches. Alors, je vais passer maintenant à l'écosystémique des épidémies. Je vais essayer de vous expliquer en fait ce que sont les bases de ce concept One Health en pratique, sur quoi il a été construit. Donc, traditionnellement, quand on s'intéresse aux infections, aux épidémies, on commence par s'intéresser à la relation entre l'hôte et l'agent pathogène. Cette relation, première chose à bien concevoir, c'est qu'il s'agit d'une relation qui est extrêmement dynamique. Donc, on parle de dynamique de type reine rouge, une dynamique de type course aux armements. Donc, le pathogène et l'hôte sans cesse évoluent pour s'adapter aux stratégies, par exemple, d'échappement à la réponse immunitaire, s'adapter à de nouveaux variants, par exemple, au niveau du pathogène. Alors, si on veut comprendre ces fameux mécanismes d'échappement, d'adaptation, il faut en fait réfléchir au niveau des populations. Population d'agents pathogènes, population d'hôtes. Donc, tant les populations de pathogènes que d'hôtes sont très diversifiées. Donc, si on prend par exemple des virus ou des bactéries, ces populations vont très vite évoluer sur base de mutations, sur base de transferts horizontaux de gènes, par exemple acquisition de gènes de résistance à des antibiotiques pour des bactéries. Au niveau des populations, si on prend les populations animales ou humaines, elles sont très hétérogènes en fonction par exemple de l'âge, des pathologies comme par exemple l'obésité qui va impacter
sur la capacité du système immunitaire à contrôler beaucoup d'agents pathogènes, mais également sur l'existence ou non d'une mémoire immunitaire vis-à-vis du pathogène, sur la disponibilité en traitement. Donc, par exemple, des traitements antibiotiques ou antiviraux vont diminuer la charge parasitaire ou la charge virale et donc ralentir la dissémination d'une épidémie. Et il y a évidemment aussi les vaccins. Et donc, cette relation dynamique extrêmement complexe, une autre de ses caractéristiques, c'est surtout son imprévisibilité. Donc, Gregory Bateson a utilisé la métaphore du croquet vivant, donc, qui est tiré d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, dans ce livre, Alice, à un moment, joue au croquet et elle utilise un flamant rose vivant qui va évidemment tordre son cou dans tous les sens pendant le jeu, ce qui va rendre en fait les interactions entre le flamant rose et la balle, qui est en fait un hérisson, extrêmement imprévisible. Donc, complexité, imprévisibilité, ce sont vraiment les grandes caractéristiques déjà de cette interaction entre l'hôte et l'agent pathogène. Alors, à cette interaction, il faut encore rajouter un troisième élément qui va être décisif, l'environnement. On va voir qui va impacter de manière extrêmement importante la dynamique et la nature des épidémies. Donc, la première manière la plus simple d'aborder cet impact de l'environnement, c'est de considérer que sur les 1407 agents pathogènes qui affectent l'humain, on en a 816, donc 58% qui sont d'origine animale, donc qui sont des zoonoses. Et donc, en pratique, ces agents pathogènes sont transmis par la faune sauvage, par les animaux domestiques, les animaux d'élevage, soit de manière directe, soit via des insectes vecteurs. Donc là, on parlera de maladies vectorielles. Et une partie de ces agents pathogènes, approximativement 30%, sont ensuite capables de transmission interhumaine, ce qui est une étape indispensable pour avoir de grandes épidémies pouvant éventuellement dégénérer en pandémie. Alors, cet impact, cette capacité, je dirais, d'infecter l'humain va fortement dépendre notamment des contacts avec l'animal. Et donc, cette fréquence de contact va être très variable en fonction de l'environnement, c'est-à-dire de l'urbanisation, du niveau de biodiversité, des conditions sanitaires et du système économique. Donc, si on vit en ville, si on vit à la campagne, si on est un travailleur qui, par exemple, a accès à des élevages, la fréquence de rencontre sera évidemment très, très, très différente. Donc, je vais prendre deux exemples. J'ai vraiment essayé d'en sélectionner deux plus ou moins représentatifs, comme j'en ai qu'une trentaine de minutes, l'échinococcose kystique et la grippe aviaire. Donc, premier exemple, l'échinococcose kystique ou hydatidose. Donc, c'est une parasitose qui est due à un ver, l'Echinococcus granulosus, ici. Donc, c'est un cycle qui est assez simple avec deux autres. Un autre qui est un herbivore, un ruminant, mouton, chèvre, et un autre qui sera un carnivore, ici le chien. Et donc, la première étape, c'est l'ingestion par les herbivores des œufs du ver. Ces œufs sont très résistants en nature, ils peuvent persister un an ou deux, donc on peut vraiment parler de pollution environnementale avec ces œufs. Et donc, suite à l'infestation de l'herbivore, l'œuf va coloniser différents tissus et former des kystes. Et donc, pour que le cycle puisse se poursuivre, il faut que la viande de l'herbivore soit consommée par un carnivore, ici ce sera le chien, dans lequel le ver va pouvoir poursuivre son cycle, arriver à maturation, et là, pondre des œufs qui permettront de relancer le cycle. Donc, l'humain, lui, n'est qu'un hôte accidentel. Il va s'infecter quasi exclusivement par le contact des œufs, donc en touchant des aliments qui auront été souillés par exemple, des excréments de chien ou en caressant plus simplement un chien. Alors, les conséquences de cette infection ne se voient pas rapidement. C'est une infection qui est relativement silencieuse et lente, mais les dommages peuvent s'accumuler beaucoup avec les années. Donc, il en résulte, par exemple, suite à la formation des kystes dans les organes, une compression anatomique, donc des lésions tissulaires. Et en cas de rupture des kystes, on peut avoir des chocs anaphylactiques qui peuvent être mortels.
Donc, une question intéressante face à ce type de pathologie, c'est pourquoi est-ce que certains pays présentent un très haut taux de parasitose et d'autres pratiquement pas. Donc, ici, on va voir l'impact de l'environnement. Je vais prendre le cas du Maroc, qui dans la partie nord du pays a un très haut taux d'incidence de cette maladie. Et donc, le principal problème, en fait, au Maroc, c'est assez évident quand on visite le pays en s'intéressant à cette parasitose, c'est la gestion des abattoirs. Donc la majorité des abattoirs au Maroc ont une déficience totale en matière de normes d'hygiène même basiques. Donc en pratique, la plupart des déchets, donc tout ce qui n'est pas entre guillemets consommable chez le mouton, va être éliminé dans des simples rigoles dans la plupart des abattoirs. Et les déchets présents dans ces rigoles finiront en fait dans des containers qui vont rester plusieurs jours, parfois plus d'une semaine à l'extérieur, et qui seront assez facilement accessibles pour des chiens, des carnivores. Et je précise que dans la plupart de ces abattoirs, il n'y a même pas, entre guillemets, de clôture ou de système empêchant les canidés d'avoir accès à la zone des abattoirs en elle-même. Donc, ceci permet en fait au cycle de se réaliser et donc permet à un maximum de canidés de s'infecter au contact d'une viande qui aurait été contaminée par les moutons. Alors, deuxième gros problème, c'est un problème d'éducation. Vous avez un taux d'analphabétisme très élevé au Maroc. Donc en 2014, il y avait encore 32% d'analphabétisme qui touche principalement les personnes âgées, donc principalement des gens travaillant ou gérant ces abattoirs. Donc, au Maroc, on a une grande difficulté en fait à communiquer avec la population, à lui expliquer les règles basiques et l'importance de suivre ces règles pour éviter la réalisation du cycle de parasitose. Et en fait, dernier problème, c'est l'abondance des chiens sans maître. Donc, il y a une énorme population de chiens au Maroc, on appelle des chiens marrons ou des chiens férales, qui sont totalement libres de gambader dans la nature, dans les villes, qui évidemment vivent proches des sources de nourriture, donc des marchés où parfois on va débiter directement la viande et où on va lancer les morceaux de viande aux chiens, ou également des abattoirs ou des troupeaux. Et donc, toutes les conditions en fait ici sont réunies au Maroc pour avoir un cycle complet. On a les chiens qui peuvent s'infecter par de la viande contaminée et qui peuvent ensuite contaminer l'environnement autour des troupeaux, ce qui permet l'infestation des herbivores et de l'infestation des humains. Donc cet exemple souligne bien l'importance des infrastructures sanitaires et de l'éducation dans le contrôle des épidémies. Alors, deuxième exemple plus complexe de zoonose, la grippe aviaire, qui est due au virus influenza. Donc ce virus, c'est un virus ARN, famille des Orthomyxoviridae, 4 types A, B, C, D. On va s'intéresser principalement au type A, qui est le plus important pour ce type d'infection, le plus important pour les infections humaines également. Donc sa structure est assez simple. Ici, vous avez le matériel génétique de l'ARN qui est entouré par une membrane lipidique qu'on appelle le péplos. Et dans cette membrane lipidique, vous avez principalement 2 protéines qu'on appelle l'hémagglutinine, H, et la neuraminidase, N. Et donc, les sous-types de virus sont définis par le type d'hémagglutinine et le type de neuraminidase. Donc, on a 18 hémagglutinines différentes qui ont été décrites et 11 neuraminases différentes. Donc, ça donne les différentes combinaisons H1, N1 et ainsi de suite. Alors, le réservoir principal de ces virus, ce sont les oiseaux sauvages. Donc, on retrouve l'essentiel des virus influenza en nature chez les oiseaux sauvages. Et les contacts avec les élevages de volailles, ou éventuellement les contacts directs avec l'humain, ou des contacts avec les porcs, permettent le passage du virus et le développement de grippe porcine, de grippe aviaire ou de grippe. Et il y a évidemment une circulation entre les animaux d'élevage et l'humain. Alors, une grande caractéristique de ce virus influenza, c'est que son génome d'ARN est composé de 8 pièces différentes, ici. Et ça, cette caractéristique va permettre ce qu'on appelle des réassortiments du matériel génétique du virus. Donc concrètement, si un individu est infecté par 2 virus différents, que ces 2 virus infectent la même cellule,
il y a une possibilité de réassortiment des pièces du génome. Et donc, ici, en un seul cycle de multiplication du virus, on a la possibilité de créer un nouveau virus dont le matériel génétique est un mélange des deux virus précédents qu'on pourra appeler des virus parents. Donc on parle dans certains cas de sexualité virale. C'est assez proche, en fait, quelque part d'un processus de méiose. Et donc ce système, qui permet une évolution très très rapide du génome, s'ajoute au système plus classique d'évolution basé sur la dérive antigénique, sur la dérive génique, qui est basée sur des simples mutations ponctuelles au niveau du génome. Alors, on va s'intéresser à la Chine, principalement parce qu'en fait, c'est un des leaders dans l'élevage de poulets. Donc, elle a multiplié par 25-30 sa production de poulets dans les dernières décennies, et elle est devenue un des centres, entre guillemets, pour les épidémies de grippe aviaire. Donc, 5 milliards de volailles sont élevées en Chine, dans pratiquement 20 millions de fermes. Alors, il y a une grande hétérogénéité dans les types de fermes en Chine. Vous avez des très petites fermes ouvertes, des fermes de moyenne importance, comme celles que j'ai représentées par exemple ici, qui sont ouvertes sur l'extérieur, donc ce qui permet une circulation, éventuellement des contacts avec des oiseaux sauvages. Donc, ça permet une circulation de virus présents dans la nature avec les animaux d'élevage. Et il y a également des grandes fermes industrielles en milieu clos, qui, elles, sont fermées sur l'extérieur. Il n'y a pas de circulation de virus avec les oiseaux sauvages. Mais généralement, dans ces industries, en raison de la surpopulation, de l'augmentation des contacts entre les animaux, du stress sur les animaux, généralement, le système immunitaire des animaux dans ces élevages intensifs est généralement un peu immunodéprimé. Donc, ce qui augmente en fait la possibilité de dissémination et d'infection de ces animaux. Donc, je dirais, les deux formes d'élevage, en fait, ont des avantages et des inconvénients. Ici, c'est l'ouverture sur l'extérieur, moins grande densité de volailles, sans doute des volailles en un peu meilleure santé, mais ici, par contre, milieu fermé, sur l'extérieur, moins de circulation avec l'extérieur des virus, mais plus de possibilités de servir d'incubateur. Alors, une autre caractéristique très importante de la Chine, c'est au niveau de la vente, entre guillemets, de la volaille. Donc, il y a un très grand nombre de marchés de volailles vivantes. C'est une des grandes caractéristiques dans les pays asiatiques. La population préfère souvent acheter la volaille vivante parce que ça lui permet de vérifier que la volaille est en bonne santé. Et évidemment, ça augmente le risque de dissémination des virus qui peuvent se multiplier et contacter plus facilement l'humain, mais qui peuvent également aussi fortement circuler entre volailles de différentes origines. Donc, il y a pratiquement 9000 marchés de volailles vivantes en Chine. Et ici, si vous regardez les connexions avec simplement 2-3 marchés, vous voyez qu'en fait, les marchés sont connectés avec toute une série de producteurs à travers la Chine. Et donc, ça permet aux volailles qu'on transporte vivantes de transporter en fait des virus et d'augmenter la possibilité en fait de réassortiment entre différents virus. Donc, on est dans un écosystème en Chine qui est extrêmement propice à l'émergence et à la dissémination de nouveaux virus, de nouveaux variants du virus de la grippe. Donc, je vais prendre un cas particulier, le nouveau virus influenza A H7N9. Donc, c'est un virus qui a été pour la première fois détecté en 2013 à Shanghai, qui présentait une virulence faible chez l'oiseau et une virulence haute chez l'humain. Donc, il était associé chez l'humain à une mortalité déjà de 20-40%, très élevée. Donc, ce virus, vraisemblablement, d'après les reconstructions qui ont été faites, provient de réassortiments entre des virus présents chez les oiseaux domestiques et chez les oiseaux sauvages, à la fois le canard et les poulets. Et il a donné naissance à plusieurs épidémies chez l'humain. Donc ici, ce que vous voyez sur ce graphe, c'est le nombre de cas humains qui ont été observés en 2013, 2014, 2015, 16, 17. Donc il y a eu 5 pics, 5 vagues épidémiques dues au H7N9 chez l'humain. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la virulence de ce virus a évolué pour la volaille.
Donc, elle a toujours été très élevée à la base chez l'humain, 20-30% de mortalité. On a eu 1567 infections humaines et 615 cas fatals au dernier bilan en 2018. Donc, forte mortalité chez l'humain dès le départ. Par contre, faible virulence chez l'animal jusqu'en 2017. Donc, en 2017, on a eu une épidémie particulièrement importante au niveau de la volaille, avec un impact particulièrement grave chez l'humain. Et c'est l'impact et le danger économique qui, en fait, a décidé la Chine à lancer une vaccination de masse sur la volaille. Alors, il y a plusieurs enseignements à tirer de ça. Donc, le premier n'est pas glorieux pour la Chine, c'est le fait que c'est le danger économique qui l'a motivé à lancer une vaccination de masse, plus que vraisemblablement le danger humain, parce qu'il y avait quand même eu 4 pics épidémiques qui touchaient l'humain auparavant, avec un virus très mortel et qui avait quand même une capacité pandémique qui n'était pas négligeable, même si la transmission interhumaine pour ce virus était relativement faible. Alors, conséquence de cette vaccination de la volaille, on a eu une disparition quasi complète des cas d'infection humaine. Donc, c'est une belle illustration du fait que protéger l'animal protège évidemment l'humain. Donc, ici, vous pouvez voir la dynamique entre guillemets de l'infection entre 2012 et 2019. Vous allez voir le pic de 2017 qui est particulièrement impressionnant, le fait qu'on a eu des foyers qui en fait ont disséminé dans pratiquement toute la Chine et jusqu'au Japon. Et vous allez voir l'impact de la vaccination. Là. Donc on a complètement écrasé la majorité des foyers. Alors, l'autre impact de la vaccination, en plus de limiter très fortement évidemment les infections humaines, ça a été de casser la diversité du virus. Donc ici, vous voyez l'arbre phylogénétique du virus, les différents variants qui étaient présents à partir de 2013, 14, 15, 16, 17. Donc on a eu une forte diversification du virus. Ici, le vaccin a clairement limité cette diversification, mais il faut quand même remarquer que tous les variants n'ont pas été bloqués par le vaccin. Une partie des variants se sont développés. Et donc, en 2019, on est déjà dans une dynamique où on envisage une deuxième phase de vaccination contre ces nouveaux variants pour éviter une rediversification et de nouveau de rentrer dans une dynamique de type crâne rouge avec de nouvelles infections humaines. Donc, en conclusion de cet exemple, donc les élevages comme incubateurs accélérant l'évolution des agents pathogènes et pouvant favoriser le saut d'espèces, donc pouvant favoriser l'adaptation d'un agent pathogène à une nouvelle espèce, l'impact du transport et de la vente d'animaux vivants qui augmente les contacts entre animaux de différentes origines et favorise les réassortiments de virus et les infections humaines. Et en fait, aussi l'importance de la surveillance, de la biosécurité et de la vaccination dans le contrôle des épidémies et dans la prévention des pandémies. Donc ça, c'est un point très, très important à souligner. La vaccination seule ne peut suffire à contrôler les épidémies de grippe aviaire. Et c'est valable pour beaucoup d'épidémies. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de vacciner, par exemple, les oiseaux sauvages. Donc, dans le cas des zoonoses, on peut toujours rêver, il est impossible avec la seule vaccination en général de dominer ce type d'épidémie. La vaccination n'est spécifique que d'un sous-type et généralement il est trop coûteux de la réaliser pour chaque sous-type et chaque nouveau variant. C'est tout à fait impossible pour les pays pauvres. Et surtout, la vaccination en créant une pression de sélection peut accélérer l'apparition de nouveaux variants résistants. Donc il faut toujours d'office, en tout cas au niveau du contrôle de l'animal, coupler la vaccination avec des mesures de biosécurité et pour l'animal, des abattages de masse. Donc, ce qui implique de profonds changements socio-économiques dans beaucoup de cas. Alors, passons maintenant au stade dissémination interhumaine. Donc, cette dissémination, elle est évidemment dépendante de la densité de population et surtout des moyens de transport qui sont disponibles. Et donc, une des grandes caractéristiques de la deuxième moitié du XXe siècle, c'était le doublement du trafic aérien tous les 15 ans.
Donc en 2018, on a atteint le chiffre assez phénoménal de 4,3 milliards de passagers et de 38 millions de vols. Donc ce qui crée une interconnexion vraiment majeure au niveau mondial. Et donc, deux exemples très rapides de dissémination d'agents infectieux bien contagieux. Donc, la pandémie de H1N1 de 2009. Donc, elle a pour origine des élevages de porcs aux États-Unis. En tout cas, c'est l'hypothèse qui prévaut toujours à l'heure actuelle. En moins de 3 mois, donc apparition en avril, 3 mois en juin, 11 juin, l'OMS décrète la pandémie mondiale. Pandémie de SARS-CoV-2, je pense que je n'ai pas besoin de vous résumer la situation. Apparition en Wuhan en décembre 2019. 3 mois plus tard, de nouveau, le 11 mars, l'OMS décrète l'état de pandémie. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que contrairement au H1N1 où on disposait uniquement des données de déclaration de cas, ici, les données, en fait, sont des données rétrospectives, donc des analyses génomiques réalisées sur des prélèvements de sang. Et donc, quand l'OMS a décrété le 11 mars l'état de pandémie, l'OMS ne disposait évidemment pas de ces données rétrospectives. Et si vous voyez ici, par exemple, le cas de janvier 2020, en janvier 2020, vous aviez déjà le virus qui était présent en Europe et aux États-Unis. Donc, quelque part, en moins d'un mois, le virus avait déjà disséminé. Et si l'OMS avait disposé de ces données, je pense que l'OMS aurait déjà déclaré l'état de pandémie dès janvier. Donc, dans un monde interconnecté, à partir d'un certain niveau de contagiosité, les épidémies se transforment systématiquement en pandémie et donc en menace globale. Alors, cette rapidité de dissémination, on l'a bien vu récemment, invalide fortement la stratégie vaccinale. Donc, classiquement, on considère qu'il faut 7-8 ans en moyenne pour développer, produire et valider un vaccin. Et donc, en absence de traitement spécifique, en absence de vaccin, il ne reste que le dépistage, la quarantaine et la distanciation sociale. Alors, dans le cas du SARS-CoV-2, on a déjà 1,4 million de morts en une année. On a réussi en une seule année à produire un vaccin, donc c'est vraiment un record absolu. On me l'aurait demandé il y a 2 ans si c'était possible, j'aurais dit non. Donc c'est un record, mais il faut bien prendre en considération que même si on dispose d'un vaccin maintenant, il faudra bien plus d'une année pour vacciner toute la population. Donc l'OMS a fait quelques prévisions. D'après l'OMS, il n'y aurait qu'une seule personne sur 10 sur la planète qui sera vaccinée durant cette année. Donc il faudra vraisemblablement 2, 3, peut-être 4 ans pour vacciner 70-80% de la population mondiale, en tout cas si on n'accélère pas les choses. Alors, troisième gros problème à prendre en considération, c'est ce qu'on appelle les agents pathogènes émergents. Il faut savoir que c'est un concept qui finalement est relativement nouveau, en tout cas pour ceux qui connaissent un peu l'historique des épidémies. Donc, dans les années 80, il y a eu une espèce de vague d'optimisme dans les années 70-80 qui était liée au fait que les grandes vaccinations mondiales avaient donné de très très bons résultats. On avait éradiqué la variole, on était en passe de contrôler la poliomyélite. Les antibiotiques fonctionnaient extrêmement bien, il y avait très peu de résistance. Et donc, il y a une espèce d'euphorie qui ont amené beaucoup de scientifiques à penser, à dire qu'on allait être capable à terme de progressivement éradiquer la plupart des agents infectieux pathogènes. Et donc, on allait être capable de refermer le livre des maladies infectieuses. Donc, en fait, en 1980, avec l'épidémie du HIV, le virus de l'immunodéficience humaine, on a très vite déchanté. C'est le premier pathogène émergent qui a été vraiment médiatisé, qui a réellement impacté le monde. Et là, on a fait véritablement la découverte, entre guillemets, de ces agents infectieux nouveaux. Et donc du concept qu'on ne fermera en fait jamais le grand livre des maladies infectieuses. On sera toujours confronté à de nouveaux types d'agents pathogènes infectieux. On est vraiment toujours dans une dynamique de type reine rouge. On va devoir systématiquement toujours s'adapter aux nouveaux agents infectieux. Donc concrètement, entre 1940 et 2004, on a 335 maladies infectieuses émergentes qui ont été documentées, 60% qui sont d'origine animale, donc des zoonoses.
Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on a de nouveau une corrélation importante entre zones d'émergence et facteurs socio-économiques, environnementaux et écologiques. Donc la densité de population, l'usage des sols, l'agriculture, l'invasion des écosystèmes naturels, la présence d'un commerce intense d'animaux sauvages, tout ça va définir en fait des hotspots d'émergence sur la carte mondiale pour les agents infectieux. Donc, je vais prendre l'exemple du HIV, qui est sans doute l'exemple le plus documenté d'impact de l'envahissement des écosystèmes sur l'émergence d'un agent pathogène. Donc, pour ceux qui se rappellent de cette époque, il y a eu énormément d'hypothèses qui ont été émises concernant l'origine du HIV. Donc, il y a eu les hypothèses complotistes comme quoi c'était peut-être une arme développée pour tuer les homosexuels. On a également produit des hypothèses comme quoi ce serait le résultat de vaccinations en Afrique qui auraient mal tourné. En fait, des études plus récentes, il a fallu pratiquement 30 ans pour faire la lumière sur l'émergence du HIV. Des études plus récentes, comme par exemple cette étude de 2014 dans Science, ont démontré qu'en fait, quand on réalise la phylogénie de nouveau de ce virus, donc qu'on a retrouvé, qu'on a séquencé dans toute une série de prélèvements de sang, on retrouve en fait la présence de ce virus à partir de 1920-1930. Donc une date qui est bien antérieure aux campagnes de vaccination en Afrique ou à toute possibilité technique de manipuler ou de créer un virus. Donc, l'hypothèse qui domine à l'heure actuelle pour le HIV, c'est que son émergence serait due à une augmentation de la chasse et de la consommation de viande de chimpanzé dans la région de Kinshasa, donc en République démocratique du Congo, dans les années 20-30. Et donc, son émergence serait liée à l'envahissement des écosystèmes suite à la construction des grandes métropoles africaines. Donc, conclusion intermédiaire pour cette partie. On ne peut pas considérer les épidémies et les pandémies comme ce qu'on appelle en économie des signes noirs, c'est-à-dire des événements qui seraient imprévisibles et exogènes au système socio-économique. Donc, tout ce qu'on sait jusqu'à présent démontre que ces épidémies, ces pandémies sont déterminées par la structure socio-économique de nos sociétés. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans le troisième principe de Manhattan. Les décisions concernant l'utilisation des terres et de l'eau ont de réelles implications pour la santé. Les altérations de la résilience des écosystèmes et les changements dans les schémas d'émergence et de propagation des maladies se manifestent lorsque nous ne parvenons pas à reconnaître cette relation. Donc, les pandémies sont aussi inévitables dans un monde globalisé. On l'a vu avec le H1N1, avec le SARS-CoV-2. Elles ont un important impact socio-économique. Donc, ce n'est pas seulement le socio-économique qui a un impact sur les épidémies. L'épidémie a également un fort impact socio-économique. Donc, les deux sont totalement interconnectés. Et je vous le rappelle aussi, notre capacité de réponse aux pandémies est très limitée. Donc, on va voir que un des grands challenges, en fait, c'est d'améliorer non pas notre capacité de réponse, mais surtout notre capacité de prévention à ces pandémies. Donc, je vais passer maintenant aux implications en santé publique et gouvernance du concept One Health. Donc, traditionnellement, face à un agent infectieux en médecine, on réagit par dépistage, quarantaine, développement de traitements, de vaccins. Ce qu'invite le concept One Health à faire, au contraire, c'est d'agir dans le cadre d'une médecine dite préventive, donc d'agir sur les conditions favorisant l'émergence et la dissémination des épidémies. Donc, l'utilisation des sols, les conditions d'élevage, les conditions de transport international, le commerce d'animaux sauvages, pour ne citer que quelques exemples. Alors évidemment, cette approche préventive ne doit pas être limitée aux maladies infectieuses. Donc, si on prend quelques conditions environnementales, par exemple la pollution de l'air, elle est responsable au niveau mondial de 9 millions de décès. Le tabac, 8 millions de décès, l'alcool, 3,3 millions de décès, les aliments ultra-transformés, 2,8 millions de décès, si on considère uniquement l'obésité due aux aliments riches en sucre et en graisse. Donc, au niveau même des conditions environnementales, on remarque que quasi 40% des causes de décès humaines ont une origine humaine. Ce sont les activités économiques, notre organisation, l'organisation de nos sociétés qui détermine une grande partie de cette mortalité.
Donc, on a beaucoup parlé, par exemple, de guerre contre le coronavirus. Donald Trump, l'Europe, la France ont utilisé ce terme. Il faut bien rappeler que la pollution de l'air tue beaucoup plus que le coronavirus. Et le concept One Health est également très intéressant pour cerner aussi ce type de problématique. Il n'est pas limité, entre guillemets, à la gestion des épidémies et des pandémies. Donc, conclusion finale, le cadre One Health suggère fortement que l'amélioration de la santé publique passe par une prévention des menaces et notamment par une régulation de l'usage des sols, du commerce international, de l'activité industrielle, de l'innovation technologique. Et donc, l'interconnexion entre ces différentes menaces implique une réorganisation de la gouvernance. Donc, ce qui est typique à l'heure actuelle dans la plupart des gouvernements, c'est la division en ministères, environnement, économie, agriculture, santé. Bon, cette division, vis-à-vis de ces problèmes-là, est assez obsolète. Parce qu'en fait, on a une interconnexion entre environnement, économie, santé. Et donc, il faudrait globalement, plus régulièrement, penser ces problématiques de la même manière. Et également, le problème des priorités. Donc, on peut remarquer que la plupart des gouvernements, la plupart même des ministères, fixent des priorités. Or, avec l'interconnexion entre biodiversité, par exemple, environnement, santé humaine, santé animale, ça a relativement peu de sens en fait de prioriser les actions. Il faut vraiment en fait se refixer un nouveau cadre de réflexion. Donc c'est ce que dit en gros le cinquième principe de Manhattan, concevoir des approches adaptatives, holistiques, globales, et tournées vers l'avenir pour la prévention, la surveillance, le suivi, le contrôle et l'atténuation des maladies émergentes et réapparues, qui tiennent pleinement compte des interconnexions complexes entre les espèces. Encore deux derniers points. Donc, les menaces globales, pandémie, réchauffement climatique, pollution atmosphérique et plastique, ne sont détectables et gérables que via une approche scientifique. Donc, ça pose la question également de la place de la science dans la gouvernance de nos sociétés. On a vu beaucoup de conflits entre les experts et les politiciens, notamment en France et en Belgique. Donc, c'est une question qui est aussi très, très prégnante. Et enfin, pour conclure, la lutte contre les menaces globales nécessite une réponse globale, c'est-à-dire une coopération internationale. Et donc ça implique une même vision des priorités entre les différents États. Est-ce qu'il faut prioriser la santé humaine? Est-ce que c'est plutôt l'économie qui doit être prioritisée? Ça, c'est un problème véritablement d'une définition consensuelle minimale de ce qui est le bien commun. Qu'est-ce qui est la priorité, entre guillemets, dans l'action? Pour avoir une coopération internationale, c'est quelque chose qui doit absolument être résolu. Donc, comme message final, je dirais que le concept One Health mène à repenser en profondeur la politique de santé publique, la gouvernance, le rôle de la science, l'éthique. Et ce message, globalement, est actuellement très présent dans une grande partie des publications scientifiques. Je vais prendre juste l'exemple ici d'un article publié en 2015 dans Lancet sur le concept Planetary Health. L'une de ses conclusions majeures, c'est que les systèmes actuels de gouvernance et d'organisation des connaissances humaines sont insuffisants pour faire face aux menaces à la santé planétaire. Donc, le point, c'est vraiment d'apprendre à penser et à gouverner autrement pour faire face à ces menaces. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur. Oui. Et je suis désolé pour mon chat qui est un peu perturbé. Mais il participe, voilà, c'est ça, One Health. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment très, très claire avec ces exemples voilà, que l'on connaît, mais qu'on n'avait pas forcément décrypté sous cet angle et qui nous permettent vraiment de bien comprendre ce concept-là et ses limites, hein, celles que vous avez évoquées à la fois dans le combat contre, pour reprendre des termes à la mode, contre les épidémies qu'elles génèrent, les limites de la vaccination, voilà, avec la malléabilité, l'habilité de ces virus-là, mais aussi de ne pas avoir de réflexion plus profonde sur l'organisation de nos sociétés et comment... Non, en fait, il faut vraiment prendre l'opportunité, on le répète, mais je ne sais pas si les gens prennent vraiment conscience de l'importance de ça, de vraiment prendre cette pandémie de SARS-CoV-2 comme un crash test et d'engager une réflexion très profonde sur toute une série d'éléments en fait,
dans l'organisation de nos sociétés qui favorisent ce type de pandémie. Parce que ce n'est pas du tout un accident, c'est vraiment un révélateur à la fois de ce qui permet l'émergence de ces épidémies, mais également de nos insuffisances à y réagir. Oui, et vous l'avez très bien souligné, hein, ce côté non accidentel, quasi prévisible. Hein, si ce n'est pas SARS-CoV, c'est autre chose. Et puis demain, ça sera autre chose de toute façon. Et puis cette récurrence du fonctionnement, en fait. Hein, pratiquement 3 mois après, on a une pandémie selon les mêmes logiques, à la fois de spot, vous l'avez très bien expliqué, puis ensuite de diffusion par nos modalités de mondialisation, de transport, de marchés mondiaux. Voilà, on a finalement tous les déterminants de la création de ces pandémies-là. Et d'ailleurs, votre propos, et ça me permettra d'introduire la table ronde et ma première question, cette question du One Health, ce concept du One Health, moi, ça m'évoque un concept finalement un petit peu plus ancien, qui est celui des déterminants structuraux de la santé, pas beaucoup plus ancien d'ailleurs, et pas beaucoup plus approprié d'ailleurs par nos politiques, qui est celui des déterminants structuraux de la santé, hein, de penser que voilà, qu'elle ne s'enracine pas dans le fait social et notre organisation sociale ou sociétale, ça n'a pas de sens en fait en termes de conduite des politiques. En fait, quand on prend l'historique même des épidémies ou des réflexions qui ont lieu dessus, à chaque étape de développement des sociétés humaines, en fait, on a créé des nouvelles conditions pour l'émergence et la propagation des épidémies. Et donc, par exemple, si on voit le début de l'ère industrielle, la création des premières grandes villes industrielles, notamment au Royaume-Uni, ça a donné lieu aux premières études sur la diffusion, par exemple, du choléra, où on a identifié l'importance, par exemple, d'avoir une séparation nette entre les eaux polluées et l'eau potable. Et donc, quelque part, je n'ai pas eu le temps de le faire ici, mais chaque fois que l'être humain a modifié son environnement, a modifié l'organisation de ses sociétés, il a créé des nouvelles conditions d'émergence, des nouvelles conditions de dissémination. Et en fait, maintenant, nous sommes quelque part dans un nouveau stade de développement depuis 20-30 ans avec la mondialisation, la globalisation. On a quitté tout à fait la possibilité pour un agent infectieux, quand il est assez contagieux, de rester en local. On est vraiment dans un monde où les infections, dès qu'elles sont contagieuses, doivent être pensées comme globalisées. Et ça, c'est très, très important à considérer parce qu'on est toujours dans une gestion nationale des épidémies à l'heure actuelle. Ce n'est pas normal, par exemple, que la Chine ait attendu le 5e pic d'épidémie du H7N9 pour agir et pour vacciner ses élevages. Je ne dis pas qu'elle devait le faire au 2e, mais attendre le 5e et attendre qu'il y ait un impact économique chez elle pour agir, alors qu'on est face à un agent pathogène qui cause 20, 40, 50% de mortalité chez l'humain, ce n'est pas acceptable. Mais je critique la Chine, mais il y a énormément d'autres pays qui ont réagi de manière tout à fait nationale aussi face à la pandémie. Bon, j'étais sidéré quand je voyais des pays aussi proches que l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, la France, adopter des réponses sanitaires totalement différentes en début de pandémie de SARS-CoV-2. Certains qui avaient une politique de laisser-aller, d'autres qui avaient une politique de contention de l'épidémie, alors que les frontières étaient ouvertes. Ça n'a pas de sens. Au minimum, on a une politique qui est continentale. Donc, à ce niveau-là, il faut véritablement qu'il y ait une réflexion de fond qui s'amorce. On voit bien que ça illustre ce que vous souleviez de limite peut-être à la compréhension par les politiques publiques de ce concept-là. C'est justement cette notion d'ouverture qu'on n'a pas en fait dans la manière dont on écrit et dont on applique nos politiques publiques. Là, vous évoquez le resserrement national des mesures, en fait, sans se préoccuper de ce qui se passe dans le pays voisin, comme s'il y avait une espèce de mur qui allait protéger les pays les uns des autres et de ce type d'épidémie. Et vous l'évoquez aussi en intranational, le fait qu'on ne peut pas… Alors moi, du coup, c'est mes bébés qui hurlent à côté, je suis désolée, c'est pas un chat, mais c'est mes jumelles. On est dans une logique finalement presque de compétition d'intérêts entre les secteurs ministériels d'un pays qui fait qu'on n'arrive pas à avoir une politique globale. Et du coup, j'aimerais bien avoir l'avis de du professeur Carabin et du professeur Morand sur ce sujet-là. Cette question de la globalité, cette question de la complexité à appréhender ces sujets, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir une politique plus concertée, désectorisée,
désegmenter autour de cette définition du bien commun? Qu'est-ce qui fait que la place de la science reste toujours... elle pénètre assez peu nos politiques publiques. Alors, il y a des variations hein, d'un pays à l'autre et des thèmes à l'autre, mais comme l'évoquait le professeur Muraille là, on est sur un crash test. Là, manifestement, ça ne fonctionne pas, la manière dont on gère les choses, ni en amont, ni dans la gestion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, professeur Carabin et professeur Morand? Alors, je vous laisse prendre la parole comme vous le voulez, de ces limites-là. Est-ce que vous avez des exemples où ça a été mieux géré? Est-ce que vous avez voilà. En fait, une chose que je voulais ajouter à la présentation qui était vraiment excellente, puis j'ai vraiment aimé d'avoir l'apport du chat dans cette conversation. C'est très une chose santé. Un élément duquel on discute peut-être pas suffisamment, c'est l'apport des sciences sociales dans l'aspect environnement de la seule santé. Donc, effectivement, bon, les déterminants sociaux de la santé, mais essayer d'en faire une bulle encore plus grande qui inclut tant les comportements des gens face aux animaux, le comportement des animaux entre eux, et comment ça peut avoir un impact sur la santé de tous. Et essayer de détruire une tendance historique, tout au moins dans le dernier siècle, d'anthropocentrisme et du fait que tout tourne autour de la santé humaine, comme si la santé de l'environnement et des animaux n'était pas en soi importante. Donc, de se fixer sur la santé humaine est déjà un problème. Alors, déjà, de comprendre le fait que la santé animale elle-même, sans penser aux zoonoses, a un impact sur nos vies, peut-être pourrait aider à briser ces silos-là. Deuxièmement, de parler aux gens, de discuter avec les éleveurs, de discuter avec les populations en Chine qui vont dans ces marchés d'animaux vivants, qui vivent économiquement de la vente d'animaux sauvages, de comprendre avec eux quel est le problème. Est-ce qu'ils peuvent nous apporter des solutions et qu'ensemble, on peut essayer de développer quelque chose qui pourrait être fonctionnel? Parce qu'effectivement, après le SRAS, ils ont essayé de les fermer, les marchés d'animaux vivants en Chine. Mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de pression socio-économique pour continuer à les faire fonctionner. Puis deuxièmement, il y avait une crainte que de toute façon, ça se retrouverait dans le marché noir. Donc, au lieu d'essayer d'imposer une approche verticale, peut-être qu'avec un apport des sciences sociales, on peut essayer d'être plus horizontal. Et une approche plus horizontale, à mon avis, est peut-être quelque chose qui a une meilleure possibilité d'être durable. Quand on impose, ça ne fonctionne pas. Enfin, tout au moins dans mon expérience de l'étude des zoonoses vraiment multi-espèces, c'est ce qu'on a noté, c'est quand on parle aux gens et qu'ils développent eux-mêmes des solutions aux problèmes, on a plus de chances que ce soit durable que quand on y va de façon verticale. Alors, je vais arrêter là, je vais laisser Dr Morand ajouter. Oui, je suis vraiment d'accord sur ce que vous venez de dire. Enfin, je voulais dire justement pour ça, c'est que je suis parti en Asie. Moi, je suis quelqu'un de terrain, je ne suis pas du tout... vraiment, je suis parti en Asie, ça fait 12 ans que j'étais là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une biodiversité en crise, je suis quelqu'un de la biodiversité, et une diversité culturelle en crise, une diversité bioculturelle en crise, c'est-à-dire qu'il y a toutes les races domestiquées sont aussi en voie d'extinction, et des endroits où en fait à la fois on a des maladies tropicales négligées qu'on ne parle pas beaucoup mais qui sont toujours prenantes,
une augmentation des épidémies nouvelles et aussi des épidémies de maladies non communicables. Donc, et c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps de terrain, je continue à faire beaucoup de terrain et justement, au tout départ, avec une vision où je m'intéressais qu'à la biodiversité. Vraiment, les gens, les humains, je m'en moquais, quoi. Enfin, je ne m'en intéressais pas. Et puis, jusqu'au moment donné où, en fait, pour comprendre finalement la transmission de pathogènes, comme nous a expliqué Éric Muraille avant, donc vraiment comment ça se passe entre des animaux différents, entre même pourquoi pas des humains, mais c'était pas le but essentiel. Il a fallu que je comprenne les paysages, la dynamique des paysages que je voyais. J'étais au Laos, je vais en Thaïlande à 150 km de différence, même latitude, et les paysages sont différents. C'est-à-dire l'utilisation des terres différentes. Et je me suis dit, si je veux comprendre finalement l'utilisation des habitats par les réservoirs, c'était les rongeurs pour moi, mes animaux préférés, et bien, il fallait que je m'intéresse quand même à ces habitats qui sont construits, qui sont habités, qui sont vécus par les humains. Et donc, je me suis intéressé aux humains, à leurs maladies. Et je trouve que maintenant, les humains, c'est finalement des animaux relativement intéressants, sympathiques. Et en fait, ils me plaisent bien. Bon, pas autant que mes rats, mais je les aime bien. Mais pour dire qu'en fait, oui, ça pose des questions. Ça pose des questions aussi, c'est par exemple, on a parlé du SARS-CoV-2. La Thaïlande, c'est la même superficie que la France. C'est le même nombre d'habitants. On a été les premiers à être directement en contact. En décembre, en janvier, on avait 3 millions de touristes chinois sur la place, quoi. Maintenant, un an après, on est à combien? 20 000 cas, au total 80 morts. En France, c'est 80 000 morts. Expliquez-moi la différence. Pourquoi en fait? Alors qu'en fait, il y a vraiment le système de santé, parce qu'il y a un système de santé aussi que j'ai découvert là-bas, qui est communautaire. C'est-à-dire qu'il y a 1,5 million de volontaires de la santé qui font le lien entre leur village, leur communauté ou leur truc, les hôpitaux, les administrations de la santé. Il y a le même nombre, à peu près un petit peu moins, pour les livestock. C'est-à-dire qu'il y a une vision, parce qu'il y avait ces traditions-là de développement, de vision intégrée, d'avoir une santé communautaire. Et nous, enfin, c'est pour ça que je suis très critique par rapport au One Health, très proche de ce que dit. Je trouve que le One Health a toujours une vision. D'ailleurs, on a écrit un article avec un collègue qui est anthropologue, toujours une vision assez néocoloniale, il faut le dire, quoi, de sa vision de venir en aide aux autres et puis d'avoir une vision très top-down, quoi. On va faire du développement et une vision qui doit être aussi qui est très. Alors, il faut qu'elle soit plus qu'humaine. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on s'intéresse aux animaux. Et là, je reprendrai aussi le mode de gestion. Je ferai une critique très forte. La première critique, finalement, c'est le One Health. Ben non, pour moi, c'est toujours un clivage des trois santé, un clivage entre la santé animale et la santé publique. Si on parle de santé environnementale, on parle de santé, encore de santé publique, et on a une santé qui est de plus en plus individualisée, où la santé collective n'est pas plus. Alors, une critique aussi vers mon domaine de l'écologie, on a été aussi très, très absent, et souvent, en fait, on a un trouble sémantique autour de la santé des écosystèmes, de quoi on parle là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas non plus expliquer de façon simple pourquoi en fait un système écologique, un écosystème et un socio-écosystème, c'est quelque chose qui est compliqué en interaction et comment on va pouvoir en fait l'aborder, le travailler et comprendre finalement du côté génétique qui va se passer jusqu'au côté biopolitique, c'est-à-dire quand on a une gestion de crise comme on est à l'heure actuelle, quoi. L'autre question, c'est vraiment les pratiques du One Health. Les pratiques de One Health, c'est des pratiques de gestion de crise. C'est-à-dire que quand c'est sérieux, eh ben, c'est une affaire de médecin. Et puis dès que finalement, et malheureusement les exemples qu'on a jusqu'à présent là, dès que finalement ça ne peut pas être traité par les médecins, là on fait appel au veto. Ben oui, parce qu'il faut soigner les animaux. Et je pense que c'est vraiment très clair en ce moment avec l'antibiorésistance, parce que c'est considéré comme un problème d'antibiotiques dans les élevages, et comme la rage, parce qu'il faut vacciner les chiens, et ce n'est pas un boulot de médecin, c'est un boulot de veto. Donc là, c'est quand même un grave souci sur ce. Et finalement, la gestion de crise, c'est-à-dire qu'on a une vision de gestion de crise qui est quand même très développée par les sciences vétérinaires, par les vétérinaires, la zootechnie, quoi, dans un monde de production, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, qui n'a toujours pas pensé
la transition agroécologique, comme en agronomie ou comme dans la foresterie, l'écoforesterie, et qui va toujours en fait travailler avec les méthodologies d'urgence de gestion de crise. Isolement, quarantaine, abattage de masse, alors que ça ne passe plus. Le professeur Éric Murray nous a parlé d'éthique, et ben c'est ça aussi. C'est-à-dire que ça ne passe plus au niveau des gens, ça ne passe plus au niveau des éleveurs, ça ne passe plus au niveau de cette souffrance, des tueurs aussi qui sont en souffrance, de tout le monde est en souffrance. C'est-à-dire que finalement, quelque chose qui est considéré comme normal par la santé vétérinaire, et ben c'est quelque chose qui, par tout le monde autour, est considéré comme anormal. Ça ne peut plus être un mode de gestion. Donc, ça veut dire qu'il va falloir vraiment changer, vraiment d'avoir une approche One Health qui doit sortir de ces fractures, parce que ça va être plus des fractures, ça va être des crevasses, ça va être des gouffres qui vont se mettre, avec une approche qui est beaucoup trop technocratique et qui finalement discrédite totalement le politique. Parce que finalement, ça donne quoi? Ça donne une approche par l'ingénierie, par les experts, qui évolue dans un monde uniquement de gestion du risque, dans une société du risque du global, c'est-à-dire, comme nous disait Ulrich Beck, c'est qu'on est là-dedans, qui va prendre des décisions et qui met en fait les politiques en porte-à-faux, qui sont discrédités, les politiques, ce qui finalement mine complètement la démocratie. Donc, ça veut dire que là, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut refaire un One Health, effectivement, et je suis d'accord qu'il doit être aussi intersectoriel, mais qui doit repartir sur le fondamental, c'est-à-dire que sur l'adhésion de tous, sur la reconstruction de valeurs communes, partagées, ou en tout cas comprises les uns les autres, où en fait, c'est par la démocratie, par l'implication de tout le monde, qu'on va pouvoir finalement construire une socio-écologie du bien vivre ensemble qu'on pourrait appeler un One Health. Merci beaucoup. Vous vouliez rajouter quelque chose, Madame Carabin? Oui, je voulais juste rebondir rapidement. Oui, je t'en prie. Puis c'est une discussion que j'ai eue très récemment d'ailleurs, en continuant à réfléchir là-dessus. Puis j'aimerais savoir l'opinion des autres panélistes, mais je crois que une des difficultés qu'on a en ce moment, c'est peut-être ce système éducatif qui, en partant, est en silo et des spécialisations à outrance. Alors même au sein de la médecine, tant vétérinaire qu'humaine, l'être vivant est découpé en petits morceaux, puis on s'occupe du petit morceau. Mais on ne voit plus l'ensemble. Et tout notre système éducatif est basé là-dessus. Comme s'il n'y avait pas de lien entre, par exemple, les différentes espèces animales. Puis si on remonte à l'époque de Fragonard, le frère du peintre, celui-là avait pour but d'enseigner aux chirurgiens et aux médecins en même temps l'anatomie animale et humaine. Et la physiologie, la même chose, parce que ce n'est pas si différent que ça. En fait, on est tous des animaux mammifères. Et puis, enfin, il y en a d'autres aussi. Mais que vraiment, pour avancer dans le sens de ce que disait le docteur Morand, peut-être qu'il faut encourager les jeunes dès l'enfance à penser multisystémique et ne pas à penser en silo. Et puis, en fait, c'était ça mon commentaire. Puis l'autre aspect aussi, c'est de ne pas oublier les maladies endémiques. Donc, une fois que ces urgences sont terminées, bien, souvent, c'est les pays les plus pauvres puis les populations les plus vulnérables qui se retrouvent à gérer des endémies d'infections zoonotiques qui souvent ont des conséquences, ce qu'on appellerait de maladies non transmissibles. Donc, je prendrais l'exemple de la cysticercose sur laquelle j'ai travaillé énormément, qui est le cause de l'épilepsie. L'épilepsie, en général, ce n'est pas considéré comme une maladie transmissible, mais elle a une origine zoonotique. Et la seule façon de la gérer, c'est que vraiment, les neurologues, les experts en santé publique, les vétérinaires et même les gens dans l'environnement, parce que c'est une maladie parasitaire qui doit passer par le sol, doivent travailler ensemble avec les communautés pour trouver des solutions durables. Donc, voilà, c'était ce que je voulais dire. Merci. C'est vrai que vous évoquez du coup, des limites au concept One Health que j'ai l'impression de voir partagé par
par chaque progrès, enfin, ce que l'on appelle progrès dans la santé publique. C'est-à-dire qu'on est parti, en gros, de la médecine préventive à la promotion de la santé, à la santé des populations et maintenant One Health ou Planetary Health. Mais finalement, on a toujours le même problème, hein, ce que vous évoquez là, cet anthropocentrisme qui fait que c'est que lorsque l'on est touché en tant qu'être humain qu'on s'intéresse finalement à notre environnement. Voilà, est-ce qu'on est en train de faire, et c'est trop tard en fait. De ce que je comprends de votre propos, c'est que c'est déjà trop tard. Enfin, c'est jamais trop tard évidemment de revenir en arrière, mais c'est bien en amont qu'il faut considérer la santé végétale, la santé animale, et pas seulement lorsqu'elle nous touche par telle ou telle maladie, parce que là, on ne fait que réagir en fait. Dans le cadre d'une gestion de crise, vous avez évoqué l'expertise ou technocentrisme, et ça, c'est malheureusement quelque chose que l'on observe dès qu'on parle de santé publique. Hein, c'est terrible, c'est-à-dire que plus on appelle à un recours à un donné probante, plus on se recentre sur de l'expertise ou du technocentrisme, et moins on prend avis de la population. Vous parliez de démarches communautaires, d'aller tout simplement parler aux gens et comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'adoptent pas telle ou telle pratique qui peut les préserver, les protéger ou éviter la propagation de ces spots-là endémiques. Et puis évidemment, vous avez évoqué la question de la verticalité des décisions. Alors, c'est vrai qu'en France, c'est particulièrement fort, mais j'ai l'impression que c'est partagé dans beaucoup de pays aussi, cette verticalité des décisions, et qui fait qu'on n'arrive pas finalement à enrayer cette manière, ce fonctionnement, cette manière de faire. Est-ce que vous avez dans votre, toujours pour le professeur Carabin et le professeur Morand, est-ce que vous avez dans vos expériences déjà vu ou au moins des initiatives pour essayer d'inverser la machine? Est-ce que vous avez, dans vos travaux, vu des démarches justement un petit peu plus, j'allais utiliser le terme de vertueux, même si je n'aime pas ce terme-là, mais des démarches qui vont plus vers de l'horizontalité, des démarches qui vont plus en amont sur le traitement des problèmes, ou qui, au contraire, en aval, comme vous le dites, voilà, comment on traite après les épisodes endémiques. Est-ce que vous avez des exemples parce que c'est un peu noir comme tableau là, des exemples où ça se passe un peu mieux et qui peuvent faire l'objet de bonnes pratiques ou de pratiques prometteuses à plaidoyer, par exemple? Oui, moi je trouve qu'en Asie justement, et en Asie du Sud-Est, alors je parle surtout sur la Thaïlande, parce que je travaille surtout un peu Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, un peu Philippines, qui sont très très différents comme pays, quoi. Mais la Thaïlande peut-être parce que finalement c'est un pays qui n'a jamais été colonisé, quoi, donc qui finalement a pris un peu de tout le monde et a su construire par elle-même son propre système de santé publique et de santé animale avec différentes choses, quoi. Et donc, c'est vrai, la façon de gérer les épidémies, donc la façon dont je crois qu'on aurait beaucoup à apprendre. J'ai été à un moment donné au groupe technique biodiversité et santé du ministère de la transition écologique en France, quoi. Et j'avais l'habitude de dire que moi, je suis en Thaïlande, je ne suis pas là pour faire du développement, quoi. Je pense que plutôt maintenant, le développement, il est à faire dans mon pays, quoi. Et par contre, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses, finalement, comment des problèmes locaux sont finalement résolus localement. Donc, finalement, faisons confiance aux acteurs locaux qui sont les administrations locales, c'est très décentralisé, quoi. Donc, alors même s'il y a un État, quoi, mais aux acteurs locaux et aux communautés, quoi. Donc, il y a vraiment un travail fort qui est fait dessus. Et moi, j'apprends plus avec eux, quoi. On a lancé des choses, c'est eux-mêmes. Alors, moi, j'intéressais au départ par des aspects qui m'intéressaient fortement en termes de recherche pure, hein. Et puis, finalement, donc on s'est pris de jeu et puis ils m'ont adopté. J'étais un peu un chasseur de rongeurs, donc c'est un peu quelqu'un d'un peu particulier derrière, quoi. Mais par contre, là, on a lancé un nouveau projet suite à l'antibiorésistance. Donc, on a eu 1000 personnes à participer, tous les animaux. C'est eux-mêmes qui, en fait, plusieurs chefs de village et les fermiers ont dit bon, on utilise beaucoup trop de pesticides. Donc, est-ce que vous pouvez regarder finalement qu'est-ce que ça fait pour notre santé? Donc, le département santé de la livestock a demandé la même chose. Ils utilisent beaucoup de ce que ça peut faire. Donc, on a pu finalement mettre des choses et des gens ont participé. On a fait une cartographie participative des différents usages.
ce qui était un peu alarmant, quoi. Presque 900 personnes ont participé pour faire des tests sur l'exposition au glyphosate. On a testé aussi chiens, chats, poulets, cochons, faune sauvage, poissons, tout ça, et on a tout repris ça. Donc voilà, et on a repris ça en même temps, sachant que là-dedans, puis on a fait aussi avec eux une CAP, c'est-à-dire Knowledge, Attitude, Practice, finalement, c'est de découvrir ensemble quel futur ils veulent, c'est-à-dire comment se passer finalement, est-ce que c'est possible de se passer de biocides dans un endroit où finalement le type de production pousse, et puis où ils disent, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire, et voilà, et c'est là, il faut que maintenant on implique plutôt l'agriculture, quoi, parce qu'on dit, ben, nous, c'est pas tellement notre job, quoi, c'est vraiment l'agriculture, et on retravailler avec eux, et en fait, c'est eux-mêmes qui le font, quoi. Donc ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis plutôt en apprenant, je suis en fait un ignorant apprenant avec eux, ce que j'apprécie beaucoup. Et je pense que c'est ça qu'on a perdu. C'est-à-dire que nous, on est finalement, en tant que professeur, souvent, on est des ignorants, mais qui se complaisent dans notre ignorance, qui est assez non des vérités. Et en fait, en refusant de dire qu'on est toujours ignorant et on est toujours en apprentissage, quoi. Et ça, c'est ça, quand on est sur le terrain, qu'on travaille sur le terrain, qu'on découvre, quoi. Et j'en découvre tous les jours, quoi, avec justement la santé qui m'explique ça, puis des choses que, voilà. Donc, voilà. Non, je pense que autant je suis très pessimiste sur pas mal de choses, quoi, autant finalement, maintenant, sur les humains, je suis plus optimiste. Merci. Alors, vous parliez justement d'ignorance, et du coup, ça me renvoie à une question pour le professeur Guégan. Comme l'évoquait Serge Morand, voilà, nous sommes des ignorants, les chercheurs. Comment est-ce qu'on apprend alors, du coup, quelles sont pour vous, professeur Guégan, les implications que ce concept-là, finalement, le crash test qu'on est en train de vivre de ce concept-là, et puis peut-être les enseignements qu'on va en tirer, et puis ces expériences-là prometteuses qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Qu'est-ce que ça ouvre en fait comme perspective de recherche? Quelles seraient nos priorités pour que cette recherche vienne directement informer les politiques publiques? Alors, merci Linda. Bonsoir à toutes et tous. Donc, tout d'abord, je félicite Éric Muraille pour sa présentation et les interventions de Serge et d'Hélène qui me vont tout autant. Mais ce que je souhaitais dire, c'est que nos sociétés, particulièrement celles-ci, nos sociétés humaines, sont traversées par des phases d'amnésie. Et depuis les années 80, nous sommes entrés dans une phase d'amnésie qui est due d'ailleurs au développement de technologies, et particulièrement en médecine et en sciences, et qui est la biologie moléculaire, qui fait qu'il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton de la machine pour obtenir des résultats. Derrière la machine, il y a des hypothèses sous-jacentes à son utilisation qu'on ne vérifie plus. Et un très bel exemple concerne celui tout au cours de l'année dernière, c'est-à-dire d'utiliser des tests et de remarquer que plus on augmentait le nombre de tests, on augmentait le nombre de cas positifs à la Covid-19 en France, en Belgique, en Allemagne et partout ailleurs. C'est tellement normal. Et ça, on oublie des raisonnements de base. Alors, je voulais rajouter quelque chose à propos de One Health. Albert Camus, l'écrivain, disait quand on n'a pas les choses, c'est-à-dire les contenus, les idées, le formalisme, les hypothèses à mettre avec ces choses, il vous reste des mots. Et donc le concept de One Health, c'est en quelque part un mot et qui reste un mot creux tout de même, sans formalisme. Il consiste au rapprochement essentiellement de la médecine vétérinaire, de la médecine infectiologique humaine. Et moi-même, dans les années 2010 et 2011 en France, j'ai eu extraordinairement du mal à introduire le compartiment environnemental. Je représentais le ministère, l'équivalent de la transition écologique, et j'ai été appuyé par le ministère de la Santé pour participer aux discussions, parce que les vétérinaires ne voulaient pas à l'époque voir le troisième pied du trépied One Health apparaître, c'est-à-dire l'importance de l'environnement. Alors, ce qu'il y a d'important à voir, c'est qu'en santé animale,
la santé animale, sa gestion, son contrôle sont organisés au niveau continental, c'est-à-dire au niveau européen. C'est ça qui est de remarquable. Pourquoi ça n'est pas fait en médecine et en médecine vétérinaire? Il va falloir y songer. Pourquoi les gens phytopathologiste et des sciences végétales ont organisé leur système qui prévaut et qui a autorité sur le système national? Tout ce qui se passe au niveau d'une région européenne est pris à la mesure et à l'échelle du continent européen d'abord et fait autorité sur les niveaux nationaux et les niveaux locaux. Donc il faut y songer, mais vous voyez, ça existe. Et probablement, il y a une raison disciplinaire, une hégémonie de certaines disciplines qu'il va falloir discuter et tenter d'absoudre, je pense. Alors, un deuxième auteur qui a eu le prix Nobel, qui était un microbiologiste français qui s'appelait Charles Nicolle, dans les années 1920-1930, avait coutume de dire qu'un microbe ne devient pas pathogène par nécessité, il le devient par circonstance. C'était très, très bien décrit par Éric Muraille. Donc, ça veut dire qu'un virus ou une bactérie ne fait pas la maladie, et vous le savez très, très bien dans le domaine de la santé publique. L'importance du terrain nutritionnel va être extraordinairement importante, des inégalités sociales, les inégalités communautaires, les inégalités nationales sont extrêmement importantes à prendre en compte. Alors, que faut-il faire et où faut-il conseiller, vers où faut-il conseiller les décideurs publics, parce que telle est la question. Eh bien, je vais juste prendre une analogie, c'est-à-dire que les émergences que l'on a vues ces 50 ou 60 dernières années constituent pour moi des bulles qui émergent. Donc, on en connaît 180, 190 depuis 50 ou 60 ans, des nouveaux agents viraux, bactériens, fongiques à apparaître et être responsables de foyers épidémiques. Pour moi, ils constituent des bulles, et ces bulles représentent des tensions entre ce qu'on appelle la naturalité, les écosystèmes que l'on dégrade, et en particulier les écosystèmes forestiers intertropicaux pour le développement d'une agriculture, et ces bulles représentent ces tensions. Elles n'ont pas de caractéristiques sanitaires, sauf le SARS-1, le MERS-1, le SARS-2 et puis Ebola ces derniers temps, où elles prennent une dimension épidémique et bien entendu une importance sanitaire ou socio-économique ou politique. Mais à l'origine, c'est beaucoup plus l'apparition de ces bulles qui représentent ces émergences, sont beaucoup plus et naissent de la tension qui existe entre ce qu'on appelle la naturalité, qui sont les réservoirs de microbes, les pratiques humaines, et notamment le développement d'une agriculture internationale dans les zones intertropicales, avec le phénomène de déforestation, les comportements humains, les attitudes, le développement économique, le développement de l'élevage, tout ça concorde et voir émerger ces bulles. Donc, comment faut-il s'y prendre? On est en train d'étudier finalement ces bulles de savon qui émergent, alors que à la naissance de ces bulles, eh bien, vous avez un liquide caustique et une surface de liquide caustique. Pour continuer dans cette analogie, dont il faut comprendre finalement les tenants et aboutissants, les déterminants, les interactions entre eux, c'est-à-dire les interactions qu'il y a entre la naturalité, les écosystèmes naturels, les perturbations engendrées aujourd'hui par les activités humaines, la constitution de grandes villes, notamment dans les zones intertropicales. Vous avez aujourd'hui 20 ou plus de 20 villes avec 12 millions d'habitants, notamment là où vit Serge actuellement, dans le sud-est asiatique. On sait très très bien en épidémiologie que plus vous allez augmenter la taille en nombre de personnes susceptibles, plus vous allez augmenter un risque infectieux, et notamment contagieux, mais pas uniquement, vectoriel en particulier. Et il va falloir nourrir ces gens dans les cités. Donc on a construit des zones qu'on dit périurbaines, où se sont développées l'agriculture, l'élevage, mais qui jouxtent aujourd'hui les grands biomes naturels qui préservent cette biodiversité. Et l'on regarde toujours la macro-biodiversité, mais la micro-biodiversité en microbes, elle est gigantesque, elle est incommensurable. C'est complètement vain de vouloir l'estimer et la calculer. On passerait notre temps à le faire, et au détriment d'autres actions nécessaires. Donc, il faut changer notre fusil d'épaule, même jusqu'au système de recherche. Vous voyez, un virologue, nécessairement, a besoin qu'un foyer épidémique soit engendré, qu'une épidémie soit provoquée, voire une pandémie à se répandre,
pour pouvoir étudier le virus. On a beaucoup d'activités de recherche qui sont assises en aval. Il faut véritablement changer notre fusil d'épaule parce qu'on a armé notre système de pompiers, alors qu'il nous faut comprendre en mettant des tours de guet les conditions dans certaines zones. Et Serge l'a dit, il y a certaines zones, et Eric vous a montré des cartes, on sait très très bien qu'il y a des zones aujourd'hui qui sont productrices de ces bulles et qu'il faut nettement surveiller. Donc, plutôt que d'armer nos systèmes de recherche et médicaux de multiples pompiers qui auront besoin que le foyer épidémique soit né, que l'épidémie, la pandémie soit déclarée pour pouvoir l'étudier, mais il est trop tard. Il nous faut comprendre, selon ces systèmes de tour de guet, quelles sont les interactions entre les dynamiques sociales, les dynamiques économiques, et puis les interactions avec les écosystèmes naturels et leur naturalité, c'est-à-dire les animaux, les plantes qu'ils hébergent. N'oublions pas les plantes. Une grande partie des agents infectieux humains sont nés et sont à l'origine des microbes de la rhizosphère de plantes. Prenez par exemple le bacille responsable du tétanos. Mais savez-vous que la bactérie responsable des coqueluches humaines ou de la coqueluche humaine, elle a d'abord une origine animale, mais avant d'avoir une origine animale, c'est une bactérie qui est abritée dans la rhizosphère des plantes. Donc en multipliant non seulement l'élevage dans les zones notamment intertropicales, mais en développant aussi la culture, on va se mettre en contact et on va s'exposer à des germes que la médecine va nous dire, mais ça n'est pas possible, il y a des barrières d'espèces. Mais en réalité, si vous exposez des éléments entre eux, la probabilité pour que les passages puissent se faire, comme cela s'est produit avec la bactérie responsable de la coqueluche, mais il y en a bien d'autres. On observe aujourd'hui d'autres bactéries comme des Burkholderia à causer ce qu'on appelle des morves, avec des complications respiratoires pouvant entraîner la mort des individus. On a quelques cas en France. Eh bien, vous allez aussi augmenter le danger infectieux. Et donc, c'est bien en amont. Et pour cela, il nous faut armer d'une autre recherche, d'un autre mode de pensée, et qui passera bien entendu par une éducation de nos décideurs publics, mais aussi une refonte générale, on l'a dit, de l'organisation de notre gouvernance, mais bien entendu, des enseignements. On voit la différence en particulier qu'il y a entre les études médicales et les études vétérinaires. Les études vétérinaires sont déposées dans des grandes écoles par rapport aux études médicales qui sont déposées à l'université. Et on voit curieusement que les contacts ont, pour moi, qui suite vraiment à l'interaction entre écologie comme Serge et puis vraiment une dimension de santé publique que j'enseigne à l'école des hautes études de santé publique, pour moi, il est aussi très difficile, je trouve, de collaborer aujourd'hui avec les vétérinaires, probablement beaucoup plus qu'avec avec les médecins, notamment les médecins et les spécialistes de santé publique. Pourquoi? La raison est celle-là, celle d'avoir une éducation et une formation déposées dans des grandes écoles, donc tout à fait séparées d'un tronc général de formation et d'acculturation universitaire, dans lequel il faut bien entendu à la fois que les sciences vétérinaires et les sciences médicales s'acculturent à des grands principes de connaissances en écologie, sur la théorie des systèmes, sur l'existence de seuils à ne pas atteindre, sinon un système s'effondre. C'est là où notre société, notre civilisation est actuellement notamment. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je trouve votre métaphore très, très claire, en fait, cette question des bulles de savon sans se préoccuper de ce qui les produit, en fait. Ah oui. Et du coup, on centre, en fait, sur une recherche très technique, sur une recherche très spécifique, alors qu'on devrait, en effet, comme vous dites, prendre les choses à la racine. Mais prendre les choses à la racine, ça nécessite de concevoir une autre recherche et donc une autre structuration de la recherche. Le chantier est donc particulièrement vaste. Je vais arrêter là mes questions pour qu'on ait un peu de temps avec la salle. Alors, normalement, j'ai des petites abeilles, justement, qui ont récolté l'ensemble des questions. Je crois que c'est Jade qui est en charge de ça. Oui, c'est ça, on a récolté les voilà. questions. Et qui a réussi à synthétiser peut-être quelques questions. Je vous laisse Jade les donner.
Ouais, alors on a reçu beaucoup de questions, donc on va pas pouvoir toutes les poser. On a essayé de les synthétiser au maximum. Donc je vais commencer avec une première question. Alors donc d'un côté, Serge Morand, vous mettez en avant la capacité par l'intelligence collective locale de répondre aux enjeux de santé avec une approche territorialisée. Et de l'autre, Éric Muraille, vous appelez une gouvernance globale permettant des réponses coordonnées, toujours avec une intelligence collective à développer. Mais on a besoin des deux, du coup, non? Peut-être commencer. Et en fait, une chose qu'on doit commencer à faire aussi, c'est différencier les risques locaux et les risques globaux. Donc, dans les deux exemples de zoonoses que j'ai donnés, donc les onchocercaires, une infection parasitaire, et l'infection par l'influenza H7N9, on a un cas où on a un danger qui est tout à fait local et où effectivement au Maroc, la principale solution, c'est d'agir au niveau horizontal. Donc il faut absolument commencer par éduquer les populations et on peut très bien concevoir une action locale pour contenir ce type de risque, il n'y a aucun problème. Par contre, quand on voit le H7N9, là, on est face à quelque chose qui peut toucher la globalité de la planète. Et là, on a besoin de régulation globale, top, entre guillemets, pour les gérer. Je vais prendre un exemple qui n'est pas un exemple infectieux, parce que je ne pense pas qu'il y ait de nécessité à faire des frontières entre les dangers infectieux et les dangers non infectieux. L'opération de santé publique qui a peut-être été la plus performante au XXe siècle, ça a été le protocole de Montréal sur la couche d'ozone. Donc la destruction de la couche d'ozone, on s'en est rendu compte vers la fin des années 70. Ça a vraiment été un signal qui était détecté par des scientifiques. Le public ne pouvait pas détecter ce genre de choses, les gouvernements non plus. Ça a vraiment dû remonter des scientifiques. Et la seule manière dont on a pu y faire face, c'est de prendre une décision par le dessus. Donc il y a 22 pays qui ont signé pour interdire la production de gaz de fréon. Si on n'avait pas fait ça, si on n'avait pas pris cette décision top, si on s'en était remis à une action locale, par exemple de dire simplement aux gens le fréon c'est mauvais, achetez des produits sans fréon, ça aurait été une catastrophe sans nom. Parce qu'il aurait suffi qu'un seul pays continue à produire du fréon pour que globalement la couche d'ozone planétaire soit détruite. Donc certains types de menaces, à mon sens, nécessitent absolument une action de top of down. Par contre, il n'y a absolument pas de compétition entre les deux, je dirais. Il faut absolument effectivement les deux, mais dans certains cas, il faut absolument une action top pour réguler le commerce international, l'industrie internationale. Je suis tout à fait d'accord, hein. Je reprenais en fait des exemples, mais au niveau gouvernance, c'est important. Et je pense que si on reste dans le côté One Health, il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment intéressant, c'est que on quitte la tripartite, hein, pour l'instant, qu'on appelait, qui a été définie par Éric Muraille juste au tout début, hein, qui était l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OMS et la FAO, quoi, pour rentrer avec la quadripartite, c'est-à-dire avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui rentre dedans, qui est porteur de toutes les conventions internationales, biodiversité, CITES, puis en plus d'autres qui suivent comme le Ramsar et tout ça, quoi. Donc je pense que c'est et le changement climatique. Donc c'est vrai qu'avec une vision, alors qui n'est pas comme l'OMS, hein, c'est pas une valeur, je veux dire, d'imposition, mais qui sont des nouvelles arènes pour pouvoir discuter d'un point de vue ferme. L'autre côté qu'on développe aussi, alors que je développe aussi entre autres en partenariat avec les Nations Unies et l'UNESCAP, hein, qui est en fait pour l'Asie-Pacifique, nous avons monté une démarche de training haut niveau, c'est-à-dire pour tous les secteurs ministères et tout, sur les approches. Alors, puisque ça dépend plutôt de l'UN, c'est plutôt sur des approches évidemment environnement, hein, c'est environnement, santé planétaire. Par ces approches-là, évidemment, il y a un peu du santé, c'est-à-dire pour promouvoir aussi la discussion, créer cette intersectorialité, quoi. C'est-à-dire faire sortir des silos un peu plus, faire comprendre que finalement, quand on regarde même sur le terrain, le terrain, le One Health, comme je vous dis, ça passe avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, le ministère de la Santé animale. Mettre la sécurité, les gens ne comprennent pas. La foresterie, les parcs nationaux, ils ne comprennent pas pourquoi s'ils sont concernés par ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est encore important à faire. C'est-à-dire qu'il va falloir construire
pratiquement à tous les niveaux, c'est-à-dire la gouvernance internationale, mais aussi les gouvernances nationales, quoi. Et à partir de là, il faut créer, ça je pense que c'est vraiment important, c'est les espaces démocratiques, c'est là où on doit régler ensemble les choses. Sinon, ça ne peut pas marcher, quoi. On voit bien la montée un peu partout des systèmes, des pensées un peu, comme on en nomme, illibérales, quoi, donc qui sont essentiellement par le rejet du politique. Qui en fait se réfugient des fois par les experts, que les experts les disent. Donc on doit aussi en fait prendre en compte notre propre rôle et des fois notre rôle destructeur sur la politique et sur les politiques. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on renoue nous-mêmes avec les politiques. C'est vraiment super important, quoi. Sinon c'est la démocratie qui va le payer. Ça, on va le payer encore plus cher après, quoi. Peut-être Linda? Oui, Jean-François Guégan, vous avez quelque chose. Un autre exemple concerne le problème de l'antibiorésistance. Pour avoir été au Conseil de la santé publique lorsque ces décisions ont été prises, la France a décidé en matière de santé publique humaine d'être vertueuse, c'est-à-dire de diminuer la pression médicamenteuse pour lever le problème d'antibiorésistance. Mais il y a eu beaucoup d'utilisation d'antibiotiques chez l'animal, donc les choses vont très nettement mieux aujourd'hui, notamment au niveau français. Mais comme vous devez le savoir, l'industrie agroalimentaire, au moins toute une partie du Grand Ouest de la France, a été exportée notamment au Brésil, donc ce sont des dimensions que je connais bien. Et le Brésil utilise des molécules antibiotiques interdites de la communauté européenne, mais surtout aujourd'hui exporte, comme nous le faisions il y a 20 ans ou 30 ans dans le Grand Ouest français, et notamment vers l'Afrique. Donc vous trouvez du poulet ou de la dinde à 1 kg surgelé sur le marché de Cotonou au Bénin, alors que le petit producteur qui va vous produire un poulet bicyclette à 4 ou 5 euros ne pourra pas le vendre parce qu'il sera trop cher. Donc les gens se jettent sur le poulet d'origine brésilienne surgelé à équivalent d'1 euro ou même moins, mais qui va être truffé de bactéries résistantes et en tout cas de gènes de résistance aux différents antibiotiques qui seront utilisés. Donc on voit bien comment les différents niveaux du local, du national et du global doivent être gérés l'un l'autre par une gouvernance qu'il faut reconstruire. Parce qu'on ne peut pas, on peut être vertueux comme la politique française l'a choisi, et puis voir ces gènes de résistance être dispersés par d'autres nations qui ne l'ont pas et qui souhaitent un développement économique et en profiter. Alors je vais passer je rajouterais juste sur ça pour compléter. Ce qui est vraiment important, c'est le problème des traités internationaux sur le commerce, de l'Organisation mondiale du commerce, quoi. Il y a un grand traité qui vient d'être signé sur l'Asie-Pacifique, qui est énorme, donc surtout si l'Inde le rejoint, où là-dedans, il y a 2 clauses qui sont en fait ne participent pas, qui sont été retirées du traité, les clauses environnementales et les clauses sur les droits humains. C'est la première chose qui est... Donc, ça veut dire que c'est quand même le nerf de la guerre. C'est-à-dire que c'est là, et on a vu aussi les exemples sur les autres traités qui sont signés, alors en tout évidemment sans consultation, sans rien du tout, sans avoir les textes au départ. On a juste les textes quand ils ont été signés par les gouvernements, quoi. Donc ça aussi, c'est un enjeu où finalement on peut faire ce qu'on veut, raconter ce qu'on veut. Alors, on va passer une seconde question. Donc cette fois-ci, ça va porter sur les pays en voie de développement. Donc, comme ça a pu être évoqué précédemment, donc les pays à revenus faibles et intermédiaires, donc surtout en Afrique, n'ont pas encore la culture du One Health. Par contre, ils sont les pays les plus exposés aux conséquences des maladies infectieuses, des zoonoses, du changement climatique. Donc, comment faire pour que tous les pays aient la même vision du One Health et l'intègrent dans leur politique publique? Déjà, de la santé publique. Hélène? Oui, mais en fait, je pense que c'est plutôt le contraire. Je pense qu'il y a de nombreux pays en Afrique de l'Ouest qui, en fait, ont une culture d'une seule santé et puis qu'il y a beaucoup de populations autochtones qui ont une culture, une seule santé ancrée depuis très, très, très longtemps.
et puis qui ont une notion d'équilibre entre l'environnement, la consommation, la pollution et tout ça, qu'on n'a pas assez, on les a pas assez écoutés, on les a pas assez interrogés, et puis on a besoin d'en faire plus pour mieux comprendre comment s'adapter aux changements quand on vit très, très près de son environnement. Ensuite, en termes de l'Afrique de l'Ouest, surtout les pays qui ont été très touchés par l'Ebola, ils ont en fait, suite à l'Ebola, mis en place des partenariats entre les différents ministères pour pouvoir répondre à des épidémies futures de façon interministérielle. Bon, jusqu'à quel point ça marche bien, ça, il faut l'évaluer, mais d'un autre côté, ils ont quand même cette approche-là, et puis on est justement en train d'évaluer, de faire bon, je ne sais pas ce que c'est en français, le Rapid Environmental Scan de la réponse du COVID au Rwanda, qui est aussi un pays qui, depuis quelques années, les différents ministères de l'environnement, de l'agriculture et de la santé humaine, de la médecine, prennent le lead en termes d'une seule santé, les uns après les autres, pour s'assurer que l'approche de différents enjeux sanitaires soit adressée de façon, autant que faire se peut par plusieurs ministères. Bon, encore, toujours, ça c'est l'idée. Bon, opérationnaliser, c'est toujours plus difficile, mais il y a quand même une ouverture. Donc, je dirais que, en fait, les LMIC, là, donc les pays à faible et moyen revenu, dans certains cas, sont presque plus avancés que nos pays très en silo. Jean-François Guégan. Oui, je confirme. Et vous voyez le problème chez nous, dans le mode occidental, avec ce concept One Health, vous aurez très bien compris quel est mon positionnement. Je suis plus proche de Planetary Health d'ailleurs que de One Health. C'est que c'est à l'image d'un Rubik's Cube qui permet d'entrer dans le Rubik's Cube comme vous voulez et de continuer toujours à faire la même chose. Moi, je suis entouré de gens qui ont depuis 10 ans ou 15 ans des responsabilités dans différents ministères et qui aujourd'hui trompettent du One Health. Mais pourquoi ils n'ont pas pris ces responsabilités il y a 12 ans ou 15 ans en arrière? Et ça va faire sourire Serge, mais il aura très bien compris de quoi je parle. Si je prends l'exemple de la République démocratique du Congo, et notamment là où vous avez eu des récurrences épidémiques de fièvre à Ebola, à virus Ebola en particulier, ils sont plutôt bien organisés autour de l'Institut national de santé biologique, hein, à l'INSB en République démocratique du Congo. Donc c'est voilà, enfin, et donc là dans la question, il y a quand même un positionnement, une attitude qui est très occidentaux-centrée en réalité. Comme le dit Serge, on a beaucoup à apprendre justement de ce qui se met en place depuis aujourd'hui pas mal de temps, parce que le concept One Health, il n'est pas nouveau. Quand on discute avec nos collègues qui sont un peu plus âgés que nous, hein, qui ont été formés dans les années 70, 80 ou avant, ils faisaient du One Health avant qu'on ne prononce ce mot. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite ajouter quelque chose? Je vais passer à la troisième question alors. Donc justement, Monsieur Guégan, donc, vous dites qu'on doit apprendre de ce qui se passe, mais est-ce que vous pensez que les pouvoirs politiques actuels tirent un enseignement de la crise du Covid pour les politiques publiques donc des prochaines années? Parce que quand on voit la réouverture des marchés aux animaux vivants en Chine, ça pose question par exemple. Et plus largement, comment espérer passer à terme d'une gestion des risques à une gestion des ressources? C'est la question boule de cristal. Oui, alors la question pour laquelle j'ai pas non plus de réponse. Moi-même, je fais des constats. Donc, j'étais au Haut Conseil de la santé publique lorsque on a voté dans le collège maladies infectieuses pour l'achat des fameux masques, hein,
1,3 milliard et des vaccins. J'ai été quand même très surpris, voire catastrophé de la situation en début d'année dernière. Je suis assez proche de ce que pense et pourra toujours avoir des activités de santé publique actuellement, assez proche de ce que, par exemple, dit un ancien directeur général de la santé, William Dapp, que en 2010-2011, nous avions les moyens de gérer un problème tel que celui-là, au moins au niveau français, et que des choses se sont dégradées entre-temps. Et donc, derrière ça, il y a aussi le fait, et Éric Burail l'a bien signalé, c'est que dans le champ de la médecine, c'est tout de même la guerre entre certaines disciplines, et vous le savez, en santé publique, il y a des sciences et des domaines d'activité majeurs et d'autres mineurs, et ces derniers temps, la santé et l'infectiologie n'étaient pas bien considéré par la médecine générale, et dans la mesure où on avait vaincu ces maladies infectieuses. Donc pourquoi, moi j'ai assisté à des discussions, pourquoi conserver des départements de maladies infectieuses dans les CHU de France? Donc vous voyez, par rapport à ce qui se passe là, c'est quand même un énorme problème. Donc j'ai pas de boule de cristal, et je pense que personne n'a de vérité à prononcer. On sortira de cette crise que par justement des discussions collégiales entre toutes les disciplines, bien entendu, et il n'y en a pas une plus hégémonique que les autres à avoir et à prononcer voilà, la solution. Enfin, c'est mon avis. Donc ça demande à ce que certaines disciplines déposent leur hégémonie. Qu'est-ce qui arrive avec la Covid-19? Auparavant, au 19e siècle et bien avant, nous avions des maladies dites infantiles comme la coqueluche ou la rougeole, mais elles n'avaient d'infantile que parce que la démographie était une démographie de boom à produire des enfants. Qu'est-ce que fait la Covid-19 ou le virus qui en est responsable? Eh bien, il va attaquer un peu plus à droite sur la courbe, il va attaquer les classes d'âge les plus anciennes et les personnes avec des facteurs de comorbidité, bien entendu. Mais donc, ça veut dire quoi quand vous voyez cela dans la globalité? Les maladies infectieuses reviennent en force, et elles feront le travail qu'elles ont toujours fait dans l'histoire de notre civilisation humaine. C'est-à-dire supprimer à gauche et supprimer à droite. Et puis, par rapport à des domaines de recherche et des domaines de médecine qui vous diront « Ne vous inquiétez pas, nous sommes capables de réparer l'homme et nous trouverons les solutions pour réparer cet homme malade. » Donc, on dépasse la recherche, on s'adresse à la philosophie, et donc on est en plein dans un problème, pour moi, civilisationnel, de nécessité de réorganisation de nos systèmes. Je voulais ajouter juste un point là-dessus. Donc, il y a effectivement le problème des compétitions de discipline. Et je travaille sur la brucellose depuis un certain bout de temps. Donc, j'ai beaucoup interagi avec des vétérinaires. J'ai déjà vu effectivement le type de hiérarchie qui peut s'établir entre vétérinaires, médecins, et ainsi de suite. Mais il y a un problème en fait qui est aussi plus général, vraiment au niveau de la manière dont la recherche fondamentale en tant que telle est subventionnée. En fait, on est de plus en plus dans un système d'inspiration libérale basé sur la compétition pour subventionner la recherche, avec une conséquence majeure: on subventionne des projets, on subventionne moins une recherche finalement globale de fond. On doit avoir un projet, donc effectivement, on est souvent en aval par rapport à quelque chose. Si on fait un projet, on va justifier le projet sur base de quelque chose, mais surtout, ces projets sont en compétition. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas en fait avoir un financement pour la majorité des grands fonds, c'est 10-15% de financement des projets. Et on estime que généralement, il y a plus de la moitié des projets qui sont bons. Donc un bon projet sur 3 ou sur 4 seulement passe la barre. Qu'est-ce qui va différencier ces projets? Souvent, c'est le niveau d'expertise qu'ont les gens qui travaillent sur le projet et les résultats qui sont déjà disponibles. Donc ces deux éléments-là font que on a tout intérêt à se spécialiser dans un domaine et à avoir accumulé un maximum de résultats. Et on a tout intérêt à ne pas être trop curieux et ne surtout pas avoir une approche pluridisciplinaire. Rien que sur base du système de financement. Et donc, ça amène vraiment à une hyper spécialisation des scientifiques
et à leur mettre souvent des œillères qui font qu'ils ne se préoccupent pas de toute une série de domaines, pas parce qu'ils ne sont pas curieux, je crois que tous les scientifiques à la base sont curieux, mais simplement le système ne pousse pas les gens à être curieux, et même dans certains cas les brime s'ils le deviennent, parce qu'on parle de dispersion, et on va sélectionner les programmes de recherche qui sont souvent très, très, très focalisés. Si je peux me permettre, et de surcroît, comme il s'est passé en France, mais probablement un peu partout dans le monde, vous provoquez des ANR dites flash, mais vous réduisez aussi le degré de liberté dans les études que vous faites parce que vous réduisez finalement à devoir apporter des solutions sous les 18 mois, les champs de recherche et les sujets qui répondront finalement sous les 18 mois à apporter des réponses. Mais pour comprendre l'infectiologie complexe, par exemple, du virus du sida, il a fallu plus de 20 ans, c'est-à-dire de problèmes virologiques, immunologiques, jusqu'à des problèmes que l'on démontre aujourd'hui, l'effet de la déforestation sur l'émergence du virus du sida, en particulier dans le sud du Cameroun et le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Mais si vous exigez des produits, des résultats de recherche sous les 18 mois ou les 24 mois, vous supprimez des explications nécessaires qui ne seront pas suffisantes, mais elles sont aussi explicatives des phénomènes. Donc, vous les supprimez parce qu'elles demandent des temps plus longs à leur compréhension. Tout à fait. Et les financements transdisciplinaires sont très, très difficiles à monter aussi, de manière structurelle. Alors qu'en fait, la plupart des grandes innovations viennent de là. Moi, je prends toujours l'exemple des vaccins. D'où viennent les vaccins? Des recherches en microbiologie, Pasteur et ainsi de suite. Et d'où vient la microbiologie? Des études en optique, parce que vous n'auriez pas eu la microbiologie sans les microscopes. Donc, ce sont les études, les développements en optique théorique qui ont permis finalement la microbiologie et le développement des vaccins, qui lui-même a permis le développement de l'immunologie. C'est quelque chose qui vraisemblablement a été oublié maintenant dans les systèmes de financement. On rétrécit vraiment le champ, on axe tout sur la compétition pour optimiser. En tout cas, ce n'est pas du tout un système déjà qui est sain pour les chercheurs, ni qui est, et c'est sans doute le plus important, qui est adapté pour produire des savoirs pluridisciplinaires qui sont absolument indispensables pour percevoir et apporter une réponse aux problèmes auxquels on est confronté à présent. Serge Morand, le ouais, dernier je vais mot. intervenir oui, sur la science, parce que là aussi une autocritique, parce que finalement, qui c'est qui évalue les scientifiques? C'est les scientifiques eux-mêmes. Qui c'est qui monte les programmes? C'est les scientifiques eux-mêmes. Qui c'est qui fait les reviews? C'est les scientifiques eux-mêmes, quoi. Et donc, je pense qu'on a aussi beaucoup à balayer devant notre porte. Ce que j'ai toujours dit, c'est quand on a monté des laboratoires d'excellence ou des choses comme ça, quand je voyais certains de mes collègues dire c'est pas la ministre qui nous a demandé de faire ça, quoi. Donc, quand les dispersions, moi, je les ai eues aussi. Hein, donc, ce qui veut dire qu'après, au bout d'un moment, je présentais jamais ce que j'allais faire. Je présentais ce que j'avais fait parce que j'en avais assez d'avoir ça, quoi. Les projets pluridisciplinaires, je les ai vus, quoi. Généralement, c'est les plus durs parce qu'on a tous les spécialistes disciplinaires qui le bousillent. Ah oui. C'est-à-dire, bah oui, parce que c'est normal. Et en plus, alors déjà, c'est dur à monter parce que on a des valeurs et on a des pas de temps complètement différents, quoi. C'est-à-dire, on va aller sur un terrain, faire des choses comme ça, bah, ce n'est pas les mêmes choses, ce n'est pas les mêmes pratiques, il faut dès lors se comprendre et tout, donc ça prend du temps, quoi. Donc ça se sent aussi dans le montage du projet, et puis bah, finalement, il y a toujours pareil, ça n'existe pas, quoi, des gens multidisciplinaires, quoi. Donc voilà, donc ça, voilà, et ça, je veux dire que c'est d'abord notre faute. C'est-à-dire que l'augmentation, le mal-être des scientifiques, la violence universitaire qu'il peut y avoir à faire, quoi. La violence, c'est même dans les rapports, quoi. Quand on voit la précarité de beaucoup de jeunes chercheurs, l'explosion, c'est-à-dire que moi, j'ai plus de mes collègues qui se plaignent en ce moment des restrictions, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre, ils ne peuvent pas avoir du postdoc et du doctorant, quoi. Je pense qu'on a vraiment à balayer notre porte en tant que scientifique aussi sur des pratiques, si on veut aussi. Pour l'instant, nous avons encore, je dirais, la compréhension de beaucoup de citoyens, c'est quand on parle et tout, on écoute et tout ça, mais ça risque de ne pas durer si finalement on a des pratiques qui ne vont pas, si on n'a pas de pratiques éthiques, si on a aussi des tas de problèmes avec des conflits d'intérêts,
ça, c'est plus possible, quoi. Donc, il va falloir vraiment qu'on balaye aussi de notre porte, quoi, de nous-mêmes, quoi. Sinon, ça ne va pas aller, quoi. Est-ce que je peux compléter sur ce que vient… Oui, Alors, je suis d'accord un avec dernier mot Serge. rapide. Ouais. Rapidement, Merci. je suis d'accord avec Serge, mais il y a tout de même une forme de rigorisme, voire d'autoritarisme réductionniste qui s'est tout de même installé et qui aussi dépend de la dynamique d'effectifs qui prononce cette forme d'autoritarisme parce qu'ils sont beaucoup plus en termes de masse d'individus majoritaires. Donc, c'est comme un phénomène dynamique qu'on a essayé aussi de faire passer. Et en termes, par exemple, en virologie, on le voit bien dans la crise, tout tourne autour des virus et des variants, mais enfin, des variants, les virus, les bactéries en ont toujours produit. Enfin, voilà. Et donc, les gens font une égalité énorme entre variants, plus grande dangerosité ou toxicité, ce qui n'est pas forcément vrai. Ce serait trop long de l'expliquer, mais on voit bien à travers le débat actuel, là, ne serait-ce qu'en France, finalement une doctrine très réductionniste qui s'est installée. Voilà, et elle est majoritaire. Et cette doctrine majoritaire, quand même, impose un point de vue, un formalisme scientifique et médical. Merci beaucoup pour ces propos. Je suis obligée vraiment là de couper parce qu'on arrive au terme. C'était vraiment très, très riche. Énormément de choses ont été abordées. Je retiens en fait de nos échanges, j'ai pris quelques notes tout en vous écoutant et en vous animant. On a abordé évidemment le concept et ses limites. Et vous avez évoqué l'urgence à revoir complètement la manière dont nos politiques publiques sont réalisées si on veut coller à ce concept de One Health. Vous avez souligné la nécessité de prévenir à travers une horizontalité des décisions, d'éviter les approches évidemment sectorielles, l'ethnocentrisme, d'impliquer les sciences humaines et sociales, de limiter évidemment les conflits, enfin les compétitions d'intérêts entre les différents secteurs qui peuvent impacter, la nécessité d'agir globalement et localement. Avec l'exemple du Fréon, je trouve que c'était particulièrement illustratif d'apprendre des pays qui n'ont peut-être pas oublié, contrairement à nous, pays occidentaux, l'interdépendance des espèces. Et puis d'éviter la centration sur soi pour lutter contre ces épidémies et ces pandémies. On n'a pas évoqué d'ailleurs les effets délétères de certaines mesures pensées de manière trop unilatérale, justement, sans l'impact des sciences humaines et sociales. Ça commence à monter là, les dégâts et les fardeaux qu'on est en train de créer par cette vision très, très centralisée, très unilatérale des mesures dans la gestion du Covid. On a abordé la question de la recherche et les enjeux à avoir une structuration différente, plus transdisciplinaire et qui s'intéresse à la racine des phénomènes plutôt qu'aux bulles de savon, pour reprendre cette jolie métaphore. Le fait de revoir du coup l'enseignement des chercheurs et des décideurs pour pouvoir restructurer cette recherche-là et surtout de lutter contre l'hégémonie de certaines disciplines sur d'autres. La place des sciences humaines et sociales, ça a été évoqué dans les politiques publiques, mais également dans la recherche pour comprendre et travailler sur les solutions les plus adéquates et l'acceptabilité aussi des solutions. Vous l'avez évoqué à travers plusieurs exemples. Et puis, on a fini sur comment le subventionnement en fait, structure la recherche et cette recherche plutôt d'excellence plutôt qu'interdisciplinaire et qui se resserre finalement sur une zone de confort et ne permet peut-être pas en effet d'attaquer ce concept de One Health. Plein d'éléments ont été évoqués. Je voulais vraiment vous remercier pour la qualité de cet échange. J'ai bien envie de revenir vers vous pour écrire un petit article sur tout ce qui a été échangé dans des revues de santé publique. Je pense que ça vaudrait le coup et ça serait bien d'actualité avec Covid. En tant que rédacteur associé de Global Health International, j'ai bien envie de vous entraîner là-dedans. En tout cas, je reviendrai vers vous. Je voulais vraiment vous remercier. Je vais vous libérer parce que mes petites abeilles, sinon elles vont dire que je n'ai pas tenu le temps. Donc, merci encore beaucoup, beaucoup pour votre disponibilité. Je vous souhaite un bon repos pour ceux qui ont dépassé les minuit. Voilà. Et une bonne continuité de journée pour ceux qui entament l'après-midi. Merci encore et à très vite, je l'espère. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup et merci aux étudiantes et aux étudiants. Ouais. C'était super. Très, très bien. Très, très bien. Merci à vous. Au revoir à tous. Au revoir. Merci.